Tu es un condamné à mort sur le point d'être exécuté. Cependant, un mois avant l'exécution, une phrase que tu as prononcée lors d'une interview face aux médias a fait accourir la foule en masse, se précipitant vers la prison. Tu veux ma fortune? Si tu la veux, je peux te donner 1 milliard. Alors viens me sauver. Celui qui peut me sortir d'ici. Le milliard est à lui. Personne ne s'attendait à ce que cette déclaration provoque instantanément un élan de passion chez les gens du monde entier, attirant même toutes sortes d'organisations mystérieuses, des compagnies de mercenaires, ainsi que des desperados, tous se dirigeant vers la prison de Santa. À partir d'aujourd'hui, toute la ville de Santa entre dans l'ère la plus tumultueuse d'évasion de prison. L'origine de l'histoire remonte à il y a 2 jours et demi. Tu étais à l'origine le 2e fils de l'homme le plus riche du pays du dragon. Mais le jour de ta cérémonie de majorité, à tes 18 ans, tu as été faussement accusé d'un crime grave. Tu as été arrêté alors que tu étais inconscient. Cependant, après l'interrogatoire, tu es revenu à la vie. Retournant au jour de ton arrestation, à cet instant, à l'extérieur de la prison la plus stricte de Santa, en Californie fédérale, des dizaines de véhicules tactiques blindés des forces spéciales sont tous garés devant l'entrée de la prison. Ensuite, des centaines de membres des forces spéciales ont établi un périmètre défensif, se tenant de chaque côté des véhicules militaires, armes chargées, barrant la route à la foule, massés devant les portes de la prison. Citoyens et médias en colère, ils sont tous enragés par un crime atroce commis à Santa. La personne qu'ils maudissent, c'est toi. C'est un scandale impliquant un riche héritier qui a secoué le monde. Il y a quelques dizaines de jours, dans ta villa de Beverly Hills, 2 corps de femmes ont été découverts. Après l'autopsie, il s'est avéré que c'était une mère et sa fille. L'aînée avait environ 35 ans, et la plus jeune n'avait que 8 ans. Les corps n'avaient pas commencé à se décomposer. Elles sont toutes 2 décédées de manière violente. Mais cela seul ne suffisait pas à faire sensation dans le monde entier. Au cours de l'enquête et de la collecte de preuves qui a suivi, dans ta villa, pas moins de 18 autres corps de femmes ont été découverts successivement, à divers stades de décomposition. La mort la plus ancienne remontait à 4 ans. Les causes du décès étaient toutes la suffocation. Ce qui signifie que ce démon a commencé à commettre des crimes dès l'âge de 14 ans. Jusqu'à présent, il a commis 20 méfaits. C'est une honte pour toute la Californie. Il a fallu 4 ans pour arrêter le tueur. Ce qui a réduit au silence les policiers de Californie, face à cette affaire majeure et aux preuves accablantes. Même si le groupe Su est un grand conglomérat financier, et qu'il a une influence immense dans cette société matérialiste, rien ne peut changer. Le destin qui t'attend, la peine de mort, c'est ce que tout le monde attend. C'est la volonté du peuple. À ce moment, une journaliste nommée Liu Ruiyan s'est approchée de toi avec une caméra. Et c'est à cet instant précis qu'elle a clairement vu le visage du condamné, un visage oriental classique, mesurant un bon mètre 82. Il n'est pas maigre, mais on ne peut pas non plus le qualifier de fort. Peut-être que les rumeurs extérieures sont vraies. Bien qu'il soit extrêmement cruel, il est aussi le condamné à mort le plus beau de l'histoire. Liu Ruiyan était un peu stupéfaite. Elle ne pouvait pas comprendre. Avec ton apparence et ton milieu familial, avais-tu vraiment besoin de forcer les femmes? Non, même si tu avais vraiment commis un crime, tu n'aurais absolument pas eu besoin de tuer. Après tout, avec la richesse colossale de ta famille, il suffisait de dépenser de l'argent pour régler n'importe quel problème. Ce n'est pas seulement Liu Ruiyan. Beaucoup de gens ont commencé à douter. Si l'on écoute simplement le récit, c'est compréhensible. Mais en y réfléchissant plus profondément, il y a trop d'éléments illogiques. Cela ne résiste pas à l'examen. Et c'est justement à ce moment-là que le directeur de la prison est venu à tes côtés. Avec un léger sourire, il s'est adressé aux dizaines de journalistes face à lui. Si vous avez des questions, vous pouvez maintenant les poser à Monsieur Su. Liu Ruiyan, rapide comme l'éclair, a immédiatement levé la main. Sur le signe du directeur, elle a promptement posé la question qui la tourmentait depuis longtemps. Elle a demandé, Monsieur Suan, pourquoi avez-vous tué cette mère et sa fille? À cet instant, tous les regards se sont tournés vers toi, y compris les spectateurs regardant le direct sur leur téléviseur et téléphone. Ils voulaient tous savoir la réponse. Et tu as ri. Croyez-vous vraiment que je tuerais? Face à ta question rhétorique, un silence total a régné dans la salle. Qui suis-je? Le 2e fils de l'homme le plus riche du pays du dragon. Le 2e héritier du groupe Su. Même si mon grand frère hérite du groupe Su à l'avenir, je peux quand même obtenir une part de 100 milliards. Alors, quel genre de femme ne pourrais-je pas trouver? Tu as affiché un visage indifférent, révélant un mépris profond, ce qui a donné envie à beaucoup de te défendre. Cependant, les preuves étaient accablantes, ne laissant aucune faille apparente. Il semble que quelqu'un veuille te faire disparaître. Et clairement, ils ont réussi. Tu restes calme. Et tu continues. Dans un mois, je serai condamné à mort. En entendant tes mots, tout le monde a été sous le choc. Et cette nouvelle, à cet instant précis, a été transmise au monde entier via divers canaux de diffusion en direct. Cette nouvelle devait initialement être tenue secrète, pour préserver le dernier semblant de dignité du groupe Su. Mais maintenant, tu l'as toi-même révélé. Le directeur de la prison était visiblement mécontent. Il a légèrement froncé les sourcils, et a fait signe au gardien de t'emmener à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que tu as regardé en arrière avec amusement, et dit avec un léger sourire, de toute façon, je vais bientôt mourir. Alors jouons à un jeu. Je propose 1 milliard. Peu importe la méthode que vous utilisez. Si quelqu'un peut me sortir d'ici, je lui donnerai 1 milliard. Dès que ces mots ont été prononcés, toute la salle a été en émoi. Le directeur a pensé intérieurement que c'était mauvais. L'atmosphère sur place semblait soudain tendue. Il a immédiatement ordonné de fermer la prison, chassant les journalistes et les badauds. Il t'a personnellement escorté à l'intérieur. Mais personne n'aurait imaginé qu'à cause d'une seule de tes phrases,
Toute la ville de Santa en serait bouleversée. Même dans chaque coin du globe. On diffusait ton image insolente. Tout le monde était stupéfait. Qui peut sauver Suan? La récompense est de 1 milliard. À cet instant, d'innombrables cœurs se sont mis à battre la chamade. Ils ne se souciaient plus de la véracité de l'affaire. Ils voulaient seulement vérifier si ce Su, le deuxième fils du groupe Su, pouvait vraiment sortir 1 milliard. Après tout, tant que l'argent est réel, rien d'autre n'a d'importance. En même temps, dans une certaine jungle tropicale, un géant de 2 mètres a été vu, écartant les buissons, et s'enfonçant dans les profondeurs de la jungle. Là-bas, plusieurs tentes étaient dressées. Il s'est courbé pour entrer. L'air sérieux. S'adressant à un homme en tenue de camouflage. Chef. Robert a envoyé un message. L'affaire concernant le petit prince du clan Su est vraie. Entendant cela, Ange a juste hoché la tête. Puis, avec un air intéressé, il a ouvert l'ordinateur portable sur la table. Il y jouait. La scène de l'église de la prison de Santa. En regardant l'apparence de Suan, Ange était perdu dans ses pensées. 1 milliard. La récompense pour cette mission est tout simplement exorbitante. Pour une équipe de mercenaires d'une dizaine d'hommes comme la leur, la rémunération pour une mission est généralement de 200 000 à 300 000 seulement. Une bonne mission rapporte environ 500 000. Et si on a vraiment de la chance, on peut tomber sur une mission à environ 1 million. Mais ce genre de contrat, ils n'en ont peut-être qu'un par an. 1 milliard. Il suffit de compléter cette mission. Et ils gagneront 1 milliard. Honnêtement, il a été séduit. Face à une tentation aussi énorme. Même si ceux qui y vont risquent de ne laisser aucun corps derrière eux. Il était extrêmement tenté. 10 minutes plus tard, Ange a allumé une cigarette. A pris une profonde bouffée. Et a dit d'une voix grave, Oji, va dire aux frères d'annuler les missions en cours. Ce gros contrat des 1 milliard. L'équipe Shifeng l'accepte. Dans une certaine zone maritime. À l'intérieur d'une baie cachée. Un navire presque en ruine était amarré au rivage. Au loin, une procession ininterrompue de navires, de cargos et de vedettes rapides, convergeait vers cette baie. En un rien de temps, sur le pont de ce vieux navire, plus d'une centaine d'hommes armés s'étaient réunis. Ils étaient presque tous armés, avec des visages féroces mais des coins des lèvres relevés, comme s'ils célébraient une fête. C'était extraordinaire. Après tout, il s'agissait d'un rassemblement, de divers groupes armés. Parmi eux, certains avaient même des querelles mortelles. Mais à cet instant, ils semblaient avoir enterré la hache de guerre, avec un objectif commun. Et c'est là qu'un coup de feu a retenti dans le ciel, faisant taire instantanément le pont autrefois bruyant. Ensuite, une dizaine de personnes sont sorties de la cabine du capitaine. Parmi eux, un vieil homme borgne a levé son pistolet et a crié. « Enfants, après délibération, nous avons décidé à l'unanimité d'accepter cette mission de sauvetage. Peu m'importe vos querelles passées. À ce moment, nous ne formons qu'un. La prison de Santa est entourée par la mer sur 3 côtés. C'est notre terrain de jeu. Enfants, soyez excités. 1 milliard nous attend. Allez vous préparer. Ce n'est pas tout. Du jour au lendemain, dans la Fédération, une force spéciale réputée comme la meilleure au monde a vu des dizaines de ses soldats en service actif demander leur démission. Dans un grand pays du Nord, des dizaines d'hommes grands et costauds ont choisi d'entrer dans la Fédération par le Nord, par vagues successives. Certains pays voisins ont vu des groupes d'individus non identifiés se disperser et entrer par les aéroports des différents continents, tous se dirigeant vers Santa. Et même des gens de tous les pays ont choisi de passer clandestinement par la frontière sud. C'est le chaos. Le chaos total. Juste 10 heures après que tu as annoncé la prime verbale, un grand nombre de personnes non identifiées ont infiltré la Fédération. En ce moment, la prison où tu te trouves est divisée en 3 zones. La première zone détient principalement des détenus condamnés à de courtes peines. La deuxième zone détient principalement des criminels condamnés à de longues peines. Située au cœur du bâtiment de la prison, se trouve la troisième zone, le quartier des condamnés à mort. Actuellement, cette zone peut contenir 1000 condamnés à mort. Et elle en compte déjà plus de 600. Tu es sur le point de devenir l'un d'eux. Tu portes une tenue de prisonnier orange, escorté par 4 gardiens armés jusqu'aux dents. Tu es rentré dans la première zone. Logiquement, tu aurais dû être conduit dans la troisième zone, située au cœur du bâtiment. Mais quand tu as atteint le bout du couloir, ils n'ont pas déverrouillé la porte de la deuxième zone. Au lieu de cela, guidé par les gardiens, tu es entré dans une cellule de 4 personnes au tournant. Tu t'es arrêté. Le gardien a badgé pour ouvrir la porte. Il a ouvert tes menottes, sans même jeter un œil à tes chaînes de pied, et t'a poussé à l'intérieur. La porte de la cellule s'est refermée. Tu as fait bouger tes poignets endoloris, et jeté un coup d'œil autour. C'est une cellule pour 4. En principe, tu aurais dû être mis dans une cellule individuelle de la troisième zone. Il est clair que c'est intentionnel. Et les 3 autres personnes dans cette cellule ne respectent pas non plus les règles. 3 condamnés à mort. Ils sont tous vêtus de vêtements orange. Dans cette cellule assez lumineuse. Ils sont si voyants. Toi, c'est Suan de la famille Su. Un grand homme avec un bras plus gros que ta tête. S'est levé, te fixant avec un regard féroce. Mais tu n'as fait que jeter un coup d'œil. Et tu t'es assis sur une couchette près de lui. Et, gamin, c'est ma couchette. Tu as continué à l'ignorer, te perdant au contraire dans tes pensées. C'est vrai. Encore une réincarnation. La première fois, tu es devenu le deuxième fils de l'homme le plus riche du pays du dragon. Grâce à ta préscience et à tes ressources. Tu avais déjà accumulé plus de 100 milliards d'actifs avant 18 ans. Mais le jour de ton 18e anniversaire, tu as été piégé pour un crime grave. Et exécuté. Mais il semble que le ciel t'aime. Tu es revenu. Seulement cette fois. Tu es retourné au jour où tu as été emmené en prison. C'est un début infernal. Mais renverser la situation n'est pas impossible. Tu sais que tu as été piégé. Et ce piège dure depuis 4 ans. Un plan si vaste. N'attendant que ta majorité pour être exécuté.
On voit que la personne qui te piège est non seulement très calculatrice et patiente, mais c'est aussi quelqu'un de très proche de toi. Ce n'est pas une simple accusation fallacieuse. Mais puisque le ciel te donne une autre chance, tu dois la saisir. Il te reste un mois. Si $1 milliard ne suffisent pas, alors fais 10 milliards. Ou même 100 milliards. Tu connais trop bien les règles de ce monde. L'argent est roi. Avec tant de desperado, tu ne crois pas que quelqu'un puisse résister à la tentation des $1 milliard. Donc, tant que tu peux sortir, tu pourras comprendre pourquoi tu es en prison. Et trouver l'homme derrière tout cela. C'est juste que dans ta vie précédente, tu as fait trop confiance à tout le monde. Une fois en prison, tu attendais que ton grand frère te sauve. Sans aucune résistance en prison. Tu as subi beaucoup d'humiliations. Dans cette vie, tu ne laisseras pas cela arriver. En prison, tant que tu as de l'argent, c'est le paradis où que tu sois. Tu as souri légèrement, sans te décourager par ton emprisonnement. Mais aux yeux de ce grand homme, cela ressemblait plus à une provocation. Et, gamin, tu connais la hiérarchie en prison? En tant que criminel et meurtrier, tu es l'être le plus bas de la prison. Descends du lit de « papa » tout de suite. Il fait ça pour établir son autorité. Pour t'intimider. Mais tu ne l'as même pas écouté. Au lieu de cela, tu t'es tourné et as pris une cigarette sur la table. Tu l'as allumée toi-même. Et as pris une profonde bouffée. En voyant cela, le grand homme est devenu encore plus en colère. Disant. Il a levé son poing grand comme un marteau pour te frapper. Les deux autres condamnés à mort n'ont pris parti pour personne. Ils regardaient juste avec intérêt. Comme s'ils pensaient à quelque chose. Bientôt, le poing allait frapper ton visage. Soudain, tu as soufflé un peu de fumée. Avec un léger rire, et, Blake, tu es toujours aussi cerf-volant. Ton ton était plat. Calme au milieu du chaos. Tu as juste levé les yeux pour regarder Blake. Entendant cela, Blake a été stupéfait. Et son poing s'est arrêté droit devant ton visage. Il était confus. En prison, tout le monde utilise des surnoms. Par exemple, Blake et 009527. Seuls ceux qui sont très proches connaissent leur vrai nom. En un instant, le front de Blake s'est couvert d'une couche de sueur froide. Voyant que Blake avait arrêté son mouvement, tu as continué à fumer ta cigarette. Tu as soufflé une bouffée de fumée au visage de Blake. Et dit avec un léger sourire, et Blake, du Texas. Lutteur clandestin, mécontent que le bookmaker menace ta famille. Tu as tué 12 personnes lors d'un match truqué. Puis, lors de ta fuite, tu as attaqué des policiers par erreur. Tu as été arrêté à Los Angeles et condamné à mort. Ta femme Rénier et tes 4 enfants sont cachés à Austin, au Texas. Dois-je continuer? Tu souris calmement. Puisque tu es réincarné, tu dois utiliser toutes les conditions pour renverser la situation. La famille est son point faible, et même la raison pour laquelle il a été condamné à mort. C'est parce que sa famille a été menacée. Mais maintenant, ce garçon qui a l'air d'avoir l'âge de son fils a révélé tout son passé. Est-ce une menace? Ou un avertissement? Il te regardait avec incrédulité. Dans ses yeux brillants, il vit une lueur de férocité. À ce moment-là, tu n'as pas prêté attention à Blake figé sur place. Au lieu de cela, tu t'es retourné pour regarder un singe maigre qui riait de bon cœur. Ryan, pourquoi ris-tu? Disant cela, tu as regardé le vieil homme robuste assis au fond. Et aussi Lawson. Tu ferais mieux de ne pas bouger. Ton ton était très calme. Après avoir fini une cigarette, tu l'as éteinte directement sur une grande main de Blake. Blake ressentit la douleur sur sa main. Une sueur froide coula. Il allait retirer sa main. Mais tu l'as arrêté d'un cri. Ne bouge pas. Les 3 condamnés à mort, violents et méchants, sont tous restés immobiles. Surtout Blake. Même si la douleur de la brûlure l'a envahi, il n'a osé maintenir sa position précédente, n'osant pas bouger d'un poil. Soudain, l'atmosphère dans la cellule devint tendue. Mais face à ce jeune homme cruel, les 3 condamnés à mort n'ont vraiment plus osé bouger. Alors qu'il n'était qu'un jeune homme à peine adulte. Mais sur toi, il semblait qu'une aura de supériorité intimidante ne cessait de se dégager. Les 3 hommes furent stupéfaits. Lawson, le plus âgé, fut le premier à se calmer. Puis ce fut Ryan le singe maigre. Enfin ce fut Blake. Voyant cela, tu n'as pas vraiment prêté attention. Ayant déjà connu l'emprisonnement dans ta vie précédente, tu connaissais assez bien la situation en prison. Au moins pour ces 3-là. Tu les connaissais parfaitement. Cette manœuvre visait à intimider. Tu voulais que ces 3 condamnés à mort sachent que même leurs points faibles, tu pouvais les manipuler à ta guise. Même que si tu voulais les déchirer, rien ne t'en empêcherait. Il était évident que cette intimidation était très réussie. Les 3 vieux routards ont été complètement bluffés par toi. Le jeune. Voyant cela, tu as sorti une autre cigarette et l'as mise à ta bouche. Sauf que cette fois, contrairement à la dernière fois, non seulement personne ne t'a grondé, mais même Blake, supportant la douleur de sa main, a pris un briquet pour l'allumer pour toi. Tu as hoché la tête avec satisfaction, exhalant une bouffée, continuant à dire, bon, maintenant, vous devriez dire quelque chose. Ton ton était toujours très calme. Mais les 3 hommes, en entendant cela, furent secoués. Il avait vraiment des relations et des yeux partout. Ils savaient tout. Blake et Ryan se sont regardés. Tous ont tourné leur regard vers Lawson. Et Lawson, après quelques secondes de réflexion, a changé pour une expression bienveillante et s'est approché de toi. Disant, Monsieur Su, je pense que je n'ai pas besoin de me présenter. C'est vrai, 3 jours avant ton arrivée à San-Quentin, nous avons reçu des nouvelles de l'extérieur. Tant qu'on s'en prend à toi, on peut obtenir une récompense de 5 millions de dollars américains. Quant à celui qui a publié la mission, nous ne le savons pas non plus. Mais après t'avoir vu, j'ai eu une nouvelle idée. Peut-être comme ce vieux dicton oriental. Nous pourrions ne pas nous mêler des affaires de l'autre. Tant que tu ne nous rends pas la vie difficile. Ces mots prononcés. Les 2 autres ont également hoché la tête. Et toi, tu as commencé à réfléchir.
Tu as pensé à ta vie précédente. Ce mois-ci, tu as vraiment été harcelé de toutes parts. Quelqu'un devait certainement œuvrer pour ton affaire de calomnie. Supporter un peu et ça passerait. Mais les choses n'ont pas été comme prévu. Jusqu'à ton exécution. Aucun sauveur n'est arrivé. La raison pour laquelle tu étais si limité en prison, c'est que quelqu'un avait soudoyé les gardes et les prisonniers. Pour te nuire exprès. Et me harceler ne vaut que 5 millions. Mis à part le fait que tu es le deuxième fils de la famille Su. Tu es aussi un milliardaire. Mais personne ne le sait. Tu as maudit intérieurement. Bon, tu as assez d'argent. Justement, il te manque 3 serviteurs. C'est vous 3. À partir d'aujourd'hui, vous servirez mes besoins quotidiens. Je vous donne à chacun ce montant par mois. Disant cela, tu as levé 2 doigts. 2 millions. Blake s'est exclamé. Comme s'il n'avait jamais imaginé qu'une si bonne chose l'attendait. À l'origine, Blake pensait que sa chance de rembourser sa famille était perdue. Après tout, tu avais saisi son point faible. Ce qui équivalait à abandonner la mission de 5 millions. L'argent, il en manquait cruellement. Sa femme et ses enfants avaient contracté d'énormes dettes pour lui, ne pouvant joindre les deux bouts. Mais maintenant, tant qu'il te sert, il peut obtenir une récompense de 2 millions. Pourquoi ne pas le faire? De toute façon, il va bientôt mourir. S'il peut, avant de mourir, gagner encore un peu pour sa femme et ses enfants. Non seulement te servir, mais même être ton bœuf ou ton cheval. Il le voudrait. Mais contrairement à Blake, Ryan était déjà le numéro 2 d'un gang de Californie, avec une influence considérable. 2 millions. Ce n'est que son dividende de 6 mois. Donc 2 millions ne suffisent pas pour le satisfaire. Quant à Lawson, il ressemblait à un vieil homme bienveillant indifférent à l'argent, semblant qu'aucune récompense ne puisse le toucher. Dans ton souvenir, c'était aussi le cas. Son passé n'est pas mince. Assez mystérieux. Voyant cela, tu as souri faiblement et agité un doigt. 20 millions. Pas seulement cela. Tant que je suis satisfait. Quand je sortirai, je vous ajouterai encore 50 millions. Même, si possible, je demanderai à ceux qui viendront me secourir, de vous emmener avec moi. Bien sûr. Si vous avez un moyen de me faire sortir. Les 100 millions sont à vous. Je ne vous donne qu'une minute pour réfléchir. Soumission ou attendre la mort ici. Une minute passa vite. Tu as souri faiblement, puis a dit, bon. Le temps est écoulé. Dites-moi vos réponses. À peine ces mots prononcés. Blake, sans hésiter, a complètement changé d'attitude. S'est agenouillé devant toi. Maître, j'accepte. Entendant cela, tu as hoché la tête. À ce moment, tu as changé de ton. Rappelle-toi ton identité. Tu n'es pas mon subordonné, mais mon serviteur. Blake a été un peu stupéfait. Oui, maître. Ensuite, tu as regardé Ryan le singe maigre. Ryan, en voyant ton regard, n'a pas pu frissonner. Moi aussi j'accepte. Maître. Et maintenant, il ne reste plus que Lawson. Lawson était déjà mystérieux dans ta vie précédente. Même pourquoi il était en prison. On ne le sait pas. Mais tu pouvais voir qu'il était un condamné à mort qui n'avait pas besoin d'argent. Peut-être était-il le plus caché dans cette cellule. Le plus utile pour toi. À ce moment, tu as levé les yeux. Juste au moment où tu croisas le regard de Lawson, plein de vicissitudes. On ne sait pourquoi. Le regard de Lawson a vacillé. Puis il s'est incliné en disant, Maître, je suis prêt à te servir. Mais comme tu le vois, je ne suis qu'un vieux bon à rien. Peut-être pas digne de 20 millions. Entendant ces mots, tu es devenu encore plus intéressé par Lawson. Puis tu as regardé Lawson avec intérêt. En souriant, peu importe. Souvenez-vous, dans cette cellule, mes paroles sont la règle. Donc si je dis que tu vaux quelque chose, tu vaux quelque chose. Soudain, la configuration de la cellule a changé. Les 3 meurtriers qui voulaient te nuire sont devenus tes serviteurs les plus fidèles. 60 millions de dollars américains. Pour acheter un moment de paix et récolter 3 serviteurs utiles. C'est toujours rentable. Pendant ce temps, dans le poste de garde du premier quartier, Patton a entré en scannant sa carte, se plaignant à voix haute. Mince, tous les avantages sont pris par ce type de balde. Les sales boulots et les tâches pénibles. C'est nous qui les faisons. Surtout ces criminels notoires. Méritent-ils un si bon traitement? Il a posé son bâton de gardien avec indignation, et s'est assis sur la chaise. Celui qu'il appelait Bald était le sous-directeur du premier quartier. D'habitude, il était très réfléchi, pas très aimé. Et lui, il venait de commencer dans la vie. Ne supportait pas de voir ça. Maintenant, c'était le quart de nuit. Dans le poste de garde, il n'y avait que lui et Néo. 2 gardes appelaient le patron Denk. Néo était un vieux renard. Dans la trentaine. Il était habitué à tout ça depuis longtemps. Il a apporté un verre d'eau, l'a donné à Patton. A allumé une cigarette. En souriant, laisse tomber. Pourquoi tu penses comme ça? Sans Bald, nos jours seraient durs. De plus, tant qu'on ne viole pas les principes. Les détenus ont aussi des droits humains. Cette phrase n'a aucun défaut. Après tout, dans l'Amérique libre, l'argent est roi. Même les criminels, tant qu'ils ont de l'argent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Disant cela, Néo a pris son bâton. A continué, tu surveilles un peu. Quelqu'un a payé pour donner une leçon à ce type de lest. On ferme les yeux. Mais pas trop. Je vais voir. Disant cela, il a vérifié son arme de service. A pris son bâton. Et a marché vers ta cellule. Peu après, Néo est arrivé devant la cellule 1033. C'était exactement ta cellule. Quand Néo est arrivé devant la cellule, il a froncé les sourcils. Comment il n'y a aucun bruit? C'est ce qu'il redoute le plus. Avant la condamnation. Si quelqu'un meurt en prison, les gardes seront sévèrement punis. D'un gardien à un criminel. C'était un vieux renard. Il ne voulait pas que ça arrive pendant son service. Soudain, un cri a retenti. Néo a immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas. A accéléré le pas. A vite sorti sa carte d'accès. Mince, qu'il n'arrive rien. Il a marché rapidement.
Plus il s'approchait, plus il entendait des sons étouffés. Il s'est arrêté devant la cellule sans réfléchir. Mais quand il a regardé à travers le petit Judas avec son bâton, il a vu une scène différente. Soudain, il est resté figé sur place. Il n'a pas pu croire ses yeux. A frotté ses yeux. Stupéfait, mon Dieu. Je ne rêve pas. Ils sont devenus fous. À ce moment, à travers le Judas, tu voyais de tes propres yeux Blake. Cruel et méchant. Qui avait tué 12 personnes à coups de poing. En train de te masser le dos. Tout en massant. Il demandait à voix basse, maître. Cette intensité va? Tu as hoché la tête avec satisfaction. Très bien. Digne d'un lutteur clandestin. Avec ta technique de massage. Même ouvrir un magasin à New York te rendrait célèbre. Tu plaisantais. Allongé sur le côté, profitant du temps ennuyeux de la prison. Entendant tes éloges. Blake a redoublé d'efforts. Donnant libre cours à ses avantages. Pour détendre tes muscles. Tu te sentais bien. Si seulement tu avais su que Blake massait si bien, pourquoi aurais-tu tant souffert dans ta vie précédente? Et ces scènes, aux yeux de Neo, étaient simplement stupéfiantes. C'était trop irréel. Mais quand il a vu la scène suivante, il a été complètement choqué. Neo n'arrivait pas à croire ses yeux. À ce moment-là, ce Ryan, réputé aussi rusé qu'un renard, était accroupi à tes pieds comme un caniche, tenant pour toi les menottes de pied pesant 15 kilos. Ces menottes avaient été intentionnellement laissées par Bald, qui avait reçu de l'argent pour te faire souffrir. Mais qui aurait pensé? Les deux condamnés à mort qui devaient te nuire. Maintenant, ils avaient changé de camp, un te massant les épaules et le dos, l'autre tenant les menottes. Mince, il n'est pas venu pour être en prison. Il est venu en vacances? Neo a été stupéfait, maudissant intérieurement. Ces deux lâches ont cédé, mais quand il a tourné la tête vers Lawson, il a finalement trouvé un peu de réconfort. Heureusement, Lawson ne s'était pas joint à eux. Il se félicitait intérieurement, louant même Lawson dans son cœur. Mais à ce moment, Lawson, qui lisait le journal, s'est levé, s'est approché respectueusement de toi, et a commencé à lire à haute voix. Maître, voici une nouvelle, qui pourrait t'intéresser. Cela rapporte que les actions du groupe SU, après des mois de baisse, ont commencé à augmenter hier. Tu n'as pas ouvert les yeux. Tu as juste hoché la tête calmement. Normalement, depuis ton arrestation jusqu'à maintenant en prison, 3 mois se sont écoulés. La baisse des actions du groupe SU était inévitable. Mais après tout ce temps, aucun journal n'a rapporté d'autres nouvelles sur le groupe SU. Cela ne peut que signifier que quelqu'un bloque intentionnellement les informations. Cette personne doit être celle dans l'ombre. Après tout, connaissant ton père, s'il intervenait, maintenant, personne ne saurait que tu as été arrêté. Tu as légèrement froncé les sourcils. Père serait-il contrôlé? Ou alors, le dirigeant actuel du groupe SU n'est plus père. Serait-ce le grand frère qui veut te nuire? Soudain, tu as ouvert les yeux. Un regard froid dans les yeux. Peu importe qui est derrière. Tant que tu peux sortir, tu peux le démasquer. Et à cause de ta récompense de 100 millions, le plan de cette personne doit être bouleversé. Le bon spectacle est à venir. De toute façon, il te reste encore un mois. Prends ton temps, en y pensant. Continuant à profiter du massage de Blake. Et Ryan, à cause de sa position accroupie, était déjà trempé de sueur. Il a soigneusement changé de position, de peur que tu sois contrarié. Puis il a dit avec un sourire obséquieux, « Maître, tu es fatigué depuis tant de jours. Repose-toi tôt. J'ai des gens à la cantine. Demain, je demanderai à quelqu'un de préparer un festin. Pour t'accueillir. » Entendant cela, tu as souri faiblement, « Très bien. J'attends avec impatience. Mais il est encore tôt. Pas pressé. » Disant cela, tu as de nouveau fermé les yeux. Voyant cela, Neo fut incroyablement choqué. Ce sont 3 condamnés à mort. Chacun d'eux a plusieurs vies sur la conscience. Et Suan, d'après son dossier d'incarcération, n'est qu'un jeune étudiant de première année venant d'entrer dans la vie. Comment a-t-il soumis ces 3 condamnés à mort? Seulement avec de l'argent. Il ne croit pas. Après tout, c'est une prison. Sa valeur n'est pas décidée par lui, mais par sa famille dehors. Visiblement, quelqu'un veut nuire à Suan. Après son incarcération, il n'a pratiquement aucun contact avec l'extérieur, n'obtenant aucune aide. Suan est juste un homme ordinaire. Quelle est la raison pour que ces 3 condamnés à mort soient si respectueux? Il ne comprend pas. Et ce n'est pas nécessaire de réfléchir davantage. Après tout, tant que Suan est encore en vie, il peut accomplir sa tâche et obtenir sa récompense. Donc, en suivant le principe de « mieux vaut moins que plus », il a pu respirer un peu. Mais à travers son observation, voyant Suan si confiant, il doit avoir un atout, ou il attend quelque chose. Alors qu'il réfléchissait, soudain, son talkie-walkie a retenti, « Agent Neo. Veuillez amener le 3015 à la salle de visite. » 3015. N'est-ce pas Suan? Pas le temps de douter. Neo a froncé les sourcils et répondu, « Reçu. » Puis il a frappé la porte de la cellule avec son bâton, criant sévèrement, « Tout le monde. Debout. Tournez-vous et tenez-vous devant le lit. 3015. Préparez-vous à sortir. Quelqu'un vient te voir. » Après avoir donné une série d'ordres, on vit Blake à l'intérieur. T'aider à te lever du lit, a aussi arrangé les menottes à tes chevilles. Puis, suivant les ordres, il s'est retourné et s'est tenu devant le lit. Mais quand Ryan s'est retourné, n'a pas oublié de te dire à voix basse, « Maître, quand tu sortiras, d'autres prisonniers pourraient se moquer de toi. Ne t'en fais pas. Demain pendant la promenade, je les punirai. » Tu as souri légèrement, peu importe. Puis Neo a ouvert la porte de la cellule. Avec l'aide de 2 autres gardes, il t'a mis des gants. Et t'a sorti. Neo a salué les 2 autres gardes. Puis t'a conduit seul vers la salle de visite. Dans le long couloir, des sons de menottes frottant contre le sol résonnaient. Vous suivez. Vous ne pouvez vous empêcher de penser. Cet oriental a une force mentale vraiment impressionnante. C'est une aisance qu'il ne devrait pas posséder.
Comme s'il disait à tout le monde qu'il est juste là en vacances. C'est lui qui mène la danse. Cela rend Néo, ce vieux briscard, un peu irrité au fond de lui. Mais juste à cet instant, vous vous arrêtez brusquement. Néo fronce les sourcils. Il baisse la main droite vers sa ceinture et crie d'un ton sévère. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous retournez avec un léger sourire, pas de panique. Agent Néo, je n'ai aucune intention de faire de mal. Je voulais juste vous demander, concernant ce milliard, qu'en pensez-vous? Et, si vous voulez me faire sortir, ce milliard est à portée de main. Néo reste clairement pétrifié un instant. Il se souvient qu'avant cela, les deux ne s'étaient jamais rencontrés. Alors, ce jeune héritier, comment connaît-il son nom? Pourtant, les gardiens ont un contrôle absolu sur les détenus. Mais pour une raison inconnue. En voyant ce jeune homme au visage ensoleillé et innocent, le cœur de Néo tremble. Surtout avec le sourire moqueur de Suan en arrière-plan. C'est Néo qui ressemble à un agneau prêt pour l'abattoir. Soudain, Néo revient à la réalité. Réalisant qu'il a perdu son sang-froid. Il ramasse immédiatement sa matraque. Tentant de paraître calme. Puis, se raclant la gorge, Monsieur Su, rassurez-vous. Pendant votre incarcération, tant que vous ne me causerez pas d'ennui, je ne vous en causerai absolument aucun. Il est encore sous le choc. Votre aura est bien trop forte. C'est l'aura d'un supérieur, capable de faire plier n'importe qui. Mieux vaut ne pas l'énerver. C'est un vieux briscard. Il sait comment sauver sa peau. Il n'a aucune intention de vous provoquer. Voyant cela, vous baissez les yeux sur Néo. Néo comprend votre message. Il sort immédiatement un paquet de cigarettes de sa poche. Et en allume une pour vous. Vous expirez doucement. La fumée va droit sur le visage de Néo. Puis, avec un sourire calme, vous dites d'un air mystérieux, agent Néo, vous savez sûrement qui je suis. Alors, qu'en dites-vous? Avez-vous le courage de me libérer? Une fois dehors, ce milliard de dollars sera transféré sur votre compte immédiatement. Avec ce second rappel, Néo réalise que vous ne plaisantez pas. Attirer un gardien dans l'illégalité avec tant d'audace, c'est aller vers le crime. Mais c'est un milliard. Un milliard de dollars. Néo a de l'ancienneté. Son salaire est correct. Mais il ne gagne que 6 ou 7 000 dollars par mois. Même avec les primes. Cela fait environ 150 000 dollars par an. Pour gagner ce milliard, il lui faudrait travailler environ 7 000 ans. Et là, une opportunité se présente. Il suffit de libérer Suan. Pour obtenir ce milliard. Honnêtement, il est tenté. Soudain, vous tapez sur l'épaule de Néo. Et dites en riant, agent Néo. Prenez le temps de réfléchir. Pas de précipitation. Mon exécution n'est que dans un mois. Bien sûr. Si vous ne vous sentez pas capable, vous pouvez trouver un partenaire. Quant à la répartition du milliard, c'est comme vous voulez. Vos mots, bien que lancés légèrement, tombent comme un marteau, frappant durement le mental de Néo. Déjà fragile. Néo sombre dans ses pensées. Même si sa cigarette brûle encore, il ne sent plus la chaleur sur ses doigts. Un milliard. Trouver un partenaire? Soudain, un nom lui vient à l'esprit. En même temps, dans la cellule 1033, 3 hommes regardent par la petite fenêtre. Voyant l'expression de Néo changer, il s'exclame avec admiration. Être riche. C'est génial. Néo est un vieux roublard. Mais on peut voir que sa servilité profonde ne peut plus être cachée. Blake est un esprit simple. Un type musclé. Pas très malin. Ryan approuve en hochant la tête. C'est vrai. Avec autant d'argent, je pourrais faire ce que je veux. Même en prison. Je ne me ferai pas mener par le bout du nez. Ni traiter comme un chien. Les deux sont stupéfaits. Séduits par le pouvoir de l'argent. Mais à peine ont-ils fini de parler. Lawson referme son journal. Et rit avec un air entendu, et... Croyez-vous vraiment qu'avec tout cet argent, vous pourriez égaler le maître? Il est comme un démon venu de l'enfer. Avec son aura fantomatique. Il fait plier n'importe qui. Lawson marque une pause. Jetant un regard profond. Puis, changeant de ton. Il continue, souvenez-vous. À partir de maintenant, considérez-vous comme des serviteurs. Servez bien le maître. Et ne trahissez jamais. C'est pour votre bien. Son ton est grave et sévère. Il retourne à sa lecture. Blake et Ryan opinent du chef. Mais un instant plus tard, Ryan réalise soudainement, avec un visage décomposé. Je prie juste pour que mes gars ne provoquent pas le maître. De l'autre côté, vous finissez votre cigarette. Vous dites, allons-y. Agent Néo. À votre appel. Néo sort de sa rêverie. Néo ne s'en rend peut-être pas compte. Mais son attitude envers vous a changé imperceptiblement. Rien qu'avec 2 phrases échangées. Il ne croit plus que ce jeune homme est un violeur et meurtrier en série. Face à une telle tentation aujourd'hui, son corps semble fait de plomb. Il ralentit même son rythme de marche. Allant plus lentement que vous. Même avec vos chaînes. L'instant d'après. Le bruit des fers raclant le sol se fait entendre. Néo semble réagir. Il vous arrête à nouveau. Monsieur Su. Vos chaînes. Le directeur adjoint a ordonné qu'elles ne soient pas retirées. Je n'ai pas le droit de les enlever totalement. Mais je peux vous laisser sans chaîne sous ma garde. Disant cela, il s'accroupit intelligemment. Sortant la clé de sa ceinture, il vous libère de vos entraves. Ces chaînes de 15 kilos. Ni trop lourdes. Ni trop légères. Une fois les chaînes retirées, Néo les jette directement sur son épaule. En cet instant, même Néo ne comprend pas ce qui lui arrive. Il commence à penser au bien de Suan. À ce qu'il peut faire pour lui. Honnêtement, c'est une violation majeure du règlement. Heureusement, c'est le service de nuit. Il y a peu de gardiens. Et personne ne rapportera ses actes. En pensant à cela, il se sent un peu plus rassuré. Maintenant, il espère juste que Suan ne fera pas de vagues. Sinon sa carrière est finie. En traversant ce couloir, quand les détenus les plus dangereux vous aperçoivent, une cacophonie éclate. Et, le gamin, si on te sort de là, on gagne vraiment 1 milliard? Ah, personne ne croit ça sérieusement. Il est enfermé ici.
Comment pourrait-il payer 1 milliard? Juste des promesses? Je n'ai jamais vu d'homme avec 1 milliard en prison. Et, ce violeur du bas étage. Si tendre et si jeune. Quand est-ce que tu l'envoies dans ma cellule? Les moqueries fusent de toutes parts. Vous ne réagissez pas. Vous continuez à marcher calmement. Mais si certains se moquent, d'autres vous voient comme un espoir. Qui peut le sauver? La prime est d'1 milliard. Ils sont coincés ici. Sans issue. Mais si quelqu'un tente une évasion, la prison sera en ébullition. Et ils pourront en profiter pour s'échapper. C'est pourquoi ils hésitent. À se demander s'ils doivent vous soutenir. Mais en vous voyant, ils sont déçus. Ce gamin est trop vert. À part son joli visage. Il n'a rien de spécial. Et nous sommes en Amérique. Le fils d'un magnate chinois. Aurait-il vraiment une influence ici? Tout le monde reste sceptique. Certains prisonniers se mettent même à siffler sans vergogne, cherchant à provoquer. Des groupes de prisonniers secouent les barreaux, tentant d'attirer votre attention. Vous n'avez pas encore réagi. Que Néo, les sourcils froncés, lève sa matraque, et frappe ceux qui font signe. Après avoir frappé une douzaine de mains, il rugit, silence. Fermez vos gueules. Bon sang. Voyant des prisonniers frappés à cause de vous, les autres deviennent encore plus fous. Pourquoi nous frapper? Tu es le chien d'un violeur. Fais gaffe à toi. Certains menacent même Néo. Ils sont astucieux, utilisant votre statut de criminel sexuel contre vous. Car dans toute prison, ce type de criminel est au bas de l'échelle. Tous les détenus les méprisent. Tant qu'ils ne le tuent pas, les gardiens ferment les yeux. Ils pensent qu'en jouant cette carte, Néo cédera. Mais l'instant d'après, Néo siffle et hurle que tout le monde la ferme. Celui qui parle encore va au mitard pour 10 jours. Le mitard. Sans doute la pire punition dans une prison. Surtout à Saint-Quentin. Une cellule minuscule de 2 mètres carrés. Éclairée en permanence par des lumières aveuglantes. On y mange et boit sous la lumière. Intense comme un soleil de plomb. Ne parlons pas de 3 jours. Une seule journée suffit à rendre la vie insupportable. Certains y ont passé 3 jours. Et ont choisi le suicide. Qui aurait cru qu'une simple moquerie mériterait le mitard? En pensant à l'horreur du cachot, les agitateurs se calment. Ils arrêtent de crier. Après avoir rétabli l'ordre, Néo vous guide vers la salle de visite. En chemin, il essuie la sueur froide sur son front. Il pense intérieurement. Ce garçon est vraiment le centre de la tempête. Partout où il va, il provoque un tollé. Puis, une pensée le traverse. Il dit avec gratitude, Monsieur Su, merci de m'avoir épargné tout à l'heure. Il sait très bien que si vous aviez été en colère, sans vos chaînes, vous auriez pu frapper ces types à travers les barreaux. Et il n'aurait rien pu faire. Il vous est reconnaissant de ne pas lui avoir causé d'ennui. Vous émettez un petit rire, et, croyez-vous vraiment que s'ils n'avaient pas été là, je les aurais laissés approcher? Je vous l'ai dit. Je ne vous causerai pas de problème. Néo soupire. Cet oriental est terrifiant. Peut-être qu'à partir de demain, ils comprendront une chose. Mieux vaut offenser le directeur que de croiser Suan. Arrivé à la salle de visite. Un homme d'âge mûr en costume y est assis. Néo vous fait asseoir face à lui. Et vous libère de vos menottes. Puis il dit, Monsieur Su, je suis juste derrière vous. Appelez-moi si besoin. Sur ce, il se retire. Sans perdre de temps. Vous prenez le combiné devant vous. Et dites avec un sourire, Oncle Li. C'est exact. L'homme d'âge mûr séparé par la vitre blindée. Et Li Tiancheng, l'avocat principal de la famille Su. Il a une 50aine d'années. Et exerce le droit depuis 30 ans. Il a passé sa vie à travailler avec conscience. Il a même contribué à rédiger de nombreux articles de loi nationaux. Au fil des années, il a géré plus de 180 affaires. Sans jamais en perdre une seule. Après de brèves salutations, Li Tiancheng fronce les sourcils. Et dit, Petit Anne, calme-toi. Je gère tout à l'extérieur. Et sauf nécessité absolue, ne parle pas avec l'extérieur comme aujourd'hui. Rassure-toi. Ton père m'a confié ton dossier. La famille Su a embauché plus de 100 détectives privés. Ils enquêtent activement. Tu dois tenir bon. Li Tiancheng parle avec gravité. Tu as été trop imprudent aujourd'hui. Tes actes défient la loi. Si quelqu'un tente de te libérer, ce sera catastrophique. Même si ton innocence est prouvée. Tu seras recherché. Mais les faits sont là. Il peut seulement prier, pour que la situation ne dégénère pas. En cet instant, il revoit cet enfant qu'il a vu grandir. Et pour une raison inconnue, il ressent quelque chose de différent. Mais il sait que tu es innocent. Il marque une pause. Puis poursuit, Petit Anne, dans 3 jours. Le tribunal fédéral du district ouest de la Californie rendra son jugement. À ce moment-là, toute notre équipe juridique tentera d'obtenir une nouvelle chance. Au tribunal, tu pourras décrire ta vie ces dernières années, de manière subjective, pour convaincre le juge que tu as été piégé. Bien sûr. De mon côté, j'ai obtenu les rapports d'autopsie. J'enquête sur l'identité des victimes. Une fois leur lien établi, cela nous aidera. On peut voir que Li Tiancheng fait tout son possible. Cependant, un sentiment d'impuissance l'envahit. Toutes les preuves pointent vers Suan comme étant le monstre coupable. Malgré tous ses efforts et toute la richesse qui le soutient, il ne peut trouver le coupable. C'est un échec total. Li Tiancheng soupire et secoue la tête. Mais vous riez doucement, pas de précipitation. Oncle Li, c'est vrai. Je ne suis pas pressé. À cause de mon coup d'éclat d'aujourd'hui, ce n'est plus à moi de me presser. C'est l'homme de l'ombre qui va s'impatienter. Mais à travers les mots de Li Tiancheng, vous avez saisi quelques indices. Votre père lui a confié l'affaire. Cela signifie qu'il a pu arriver quelque chose à votre père. Ou qu'il a perdu le contrôle du groupe. Sinon, vu son caractère, il serait venu vous voir personnellement. Dans votre vie précédente, vous avez tant souffert. Incapable de réfléchir calmement. Mais dans cette vie, tout s'effondre à l'examen. Il semble que ce n'est pas seulement vous en prison, mais toute la famille Su qui traverse une crise.
Vous ne pouvez faire confiance à personne. Même pas à cet oncle Lee qui vous a vu grandir. Il semble que je devrais trouver un moyen de contacter l'extérieur demain. Arrivant ici. Vous continuez, oncle Lee. Je te confie mon sort. Lee Tianchen est gêné. Pas de quoi. Petit Han. D'ailleurs, je dois te rappeler une chose. Méfie-toi de ton grand frère. S'il veut te voir, tu as le droit de refuser. Parle peu. Je dois y aller. J'ai du travail. Prends soin de toi. Il raccroche. Salue le garde et quitte la salle. Vous ne partez pas précipitamment. Vous faites signe à Néo. Néo comprend immédiatement. Vous tend une cigarette. L'allume et se retire. Sans vous déranger. Vous inspirez profondément. Votre esprit s'éclaircit. Mon grand frère. Si je crois que je ne suis pas un criminel sexuel. Le seul à avoir un intérêt, c'est mon frère. Suyan. C'est pourquoi beaucoup soupçonnent que c'est lui qui m'a piégé. Mais le ferait-il vraiment? Je ne peux en être certain. S'il s'agit de l'héritage, les oncles et les cousins pourraient aussi être impliqués. Mais si ce n'est pas pour ça, alors les ennemis de la famille sont nombreux. Qui veut donc me piéger? La cible est immense. Je n'ai pas de piste précise. Mais je suis sûr d'une chose. Si je mets une prime sur ma tête, ce ne sera pas seulement les chasseurs de primes qui bougeront, mais aussi l'homme dans l'ombre. Et je trouverai qui il est. Mais ce que tu dois considérer maintenant, c'est comment gérer la situation. Après ce qui s'est passé dans ta vie précédente. Tu as compris une chose. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Les secours extérieurs sont nécessaires. Mais tu dois aussi trouver une issue de secours à l'intérieur de la prison. À ce moment-là, quelqu'un s'approche discrètement de toi et te murmure à l'oreille, Monsieur Su. Il est temps de rentrer. Tu jettes ta cigarette et hoches la tête. Ensuite, Néo commence à te passer les menottes. Mais lorsque tu es de retour dans ta cellule et allongé, la radio de Néo retentit à nouveau. À l'autre bout, on entend la voix de Barton. Néo, le directeur de la prison attend le 3015 dans son bureau. Emmène-le. Néo est stupéfait. Personne ne peut comprendre la pression qu'on ressent à côté de Suan. Il avait enfin l'occasion de se détendre un peu. Qui aurait cru que le directeur lui demanderait encore d'emmener Suan? Néo n'a d'autre choix que de rebrousser chemin. Il ouvre la porte de la cellule. Et dit avec un sourire amer, Monsieur Su. Le directeur souhaite vous voir. Mais avant que tu ne puisses répondre, Blake et Ryan sautent du lit superposé. Tous deux sont des condamnés à mort. Auparavant, ils hésitaient encore face aux gardiens comme Néo. Mais maintenant, Néo peut clairement sentir que depuis qu'ils te suivent, ils sont devenus un peu téméraires. Les deux hommes se tiennent ainsi à côté de ton lit, comme s'ils craignaient que quelqu'un ne te dérange. Fais de beaux rêves. Monsieur Su. Néo ignore les deux hommes, et continue de te dire, le directeur aimerait vous voir. À vrai dire, en pensant à ces 10 milliards, Néo perd de son assurance. D'un côté, un super riche. De l'autre, le directeur de la prison. En tant que vieux renard, il ne veut froisser aucun des deux. L'atmosphère dans la cellule devient instantanément gênante. À ce moment, tu te retournes et dis d'une voix froide, officier Néo. J'ai besoin de me reposer maintenant. Veuillez transmettre au directeur que s'il veut m'attendre, il devra attendre que j'ai bien dormi pour me voir. À peine as-tu fini de parler, que Blake se positionne en travers, utilisant son immense carrure pour bloquer la porte de la cellule. Il dit froidement, vous avez entendu? Officier Néo, mon maître dit qu'il a besoin de repos. Veuillez partir. S'il vous plaît. Ryan acquiesce avec un sourire, c'est exact. Officier Néo, mon maître, même en tant que condamné à mort, a droit aux droits de l'homme. C'est l'heure du repos. Il a le droit de refuser la convocation du directeur. Ce sont tous des meurtriers. Maintenant, s'ils veulent survivre, ils n'ont qu'une seule option. C'est de bien te servir. C'est donc l'occasion pour eux de montrer leur dévouement. Cependant, cette scène sous les yeux de Néo le prend complètement au dépourvu. Il est stupéfait, mais c'est une prison ici. Il vient d'être menacé par 3 condamnés à mort. Le problème, c'est qu'il ne peut pas se permettre de fâcher Suan. Il n'a d'autre choix que de quitter la cellule et de réfléchir à une autre stratégie. Néo marmonne quelques plaintes, puis retourne à la salle de garde. À peine entre-t-il que le jeune gardien Barton le regarde et demande en passant, déjà de retour? Néo, l'air désespéré, répond avec un sourire amer, pas possible. Il n'est même pas allé. Ensuite, Néo raconte toute l'histoire à Barton. Instantanément, Barton frappe la table du plat de la main. C'est la révolte. Un oriental. Et un criminel en plus. Comment ose-t-il faire la loi à Saint-Quentin? D'habitude, il déborde de sens de la justice. Quand il monte sur ses grands chevaux, il n'hésite pas à engueuler le directeur adjoint. Et encore moins ici, où les gardiens ont des responsabilités de gestion. Comment un condamné à mort ose-t-il être aussi arrogant? Barton vérifie son équipement, saisit sa matraque et claque la porte en partant. En tant que jeune loup fraîchement diplômé, les autres peuvent avoir peur de lui. Mais Suan, lui, n'en a cure. Plus il y pense, plus il est en colère. Et plus ses pas s'accélèrent. Néo le suit derrière, craignant que cela ne dégénère. Barton, ce n'est pas la peine. Mais Barton repousse la main de Néo et dit froidement, ne me dis pas que tu as été acheté aussi. Je vous respectais. Ne me faites pas perdre le respect que j'avais pour vous. Laissez-moi passer. À ces mots, Néo hésite un instant. Profitant de cette brève distraction, Barton dépasse Néo et court vers la cellule 1033. La porte de la cellule s'ouvre à nouveau. Barton n'hésite pas et fonce à l'intérieur. À ce moment, Blake et les 3 autres réagissent, sautent immédiatement du lit et se interposent devant Barton. Voyant cela, Barton est encore plus en colère. Écartez-vous tous. Si quelqu'un m'arrête encore, c'est 3 jours de mitard pour tout le monde. Aujourd'hui, il en avait déjà assez. Le directeur adjoint avait déjà enfreint les règles de la prison en transférant 3 condamnés à mort dans le premier secteur.
Et maintenant, Suan fait encore des siennes. C'est tombé pile poil. Il compte bien prendre Suan pour cible de sa colère. Instantanément, l'atmosphère dans la cellule devient tendue. Mais Blake et les trois autres font comme s'ils n'avaient pas entendu Barton. Complètement impassible. Continuant à barrer le chemin, le fixant sévèrement. Surtout Lawson, d'habitude si calme, qui fait un pas en avant. Et dit d'une voix grave, le maître se repose. On en reparle demain. Son ton peu amène. Énerve encore plus Barton. Bande d'entêtés. Je vais vous montrer qui fait la loi à Saint-Quentin. Disant cela, Barton lève sa matraque et la dirige droit vers Lawson. Face à la matraque menaçante, Lawson ne bouge pas. Il reste là, immobile, montrant ainsi son attitude. Il se souvient que tu as dit que dans cette cellule, tes paroles sont la loi. Donc si tu veux te reposer, personne ne peut t'emmener. Pas même un simple gardien. Même si le directeur venait en personne. Bien qu'il soit âgé. Ses yeux révèlent une détermination farouche. Sans ciller, fixant la matraque, qui se rapproche. Juste au moment où la matraque allait heurter son visage. Soudain, trois grandes mains saisissent la matraque de différentes directions. C'est Blake, Ryan et Neo. Hors d'haleine. À cet instant, Neo, ne se souciant plus de sa panique intérieure, repousse violemment Barton. Et crie, Barton, calme-toi. Neo halète, reconnaissant d'être arrivé à temps. Heureusement que Barton n'a pas encore frappé avec sa matraque. Sinon les choses auraient vraiment dégénéré. Lawson n'est pas un prisonnier ordinaire. Il a déjà 60 ans. Il ne pourrait pas encaisser un coup de matraque. De plus, Barton, ce jeune loup, est monté sur ses grands chevaux. Il aurait pu vraiment le blesser d'un coup. À ce moment-là, non seulement Saint-Quentin serait au centre de la tourmente, mais ce jeune officier au cœur chaud verrait son avenir brisé. Il attrape vivement Barton pour l'entraîner hors de la cellule, lui tenant les épaules avec sévérité. Barton, il a raison. Même s'il est meurtrier, il a des droits. Tu ne peux pas le traiter ainsi juste parce qu'il a commis un crime. Neo ne songe pas seulement à la puissance derrière Suan. Il ne veut surtout pas voir un jeune officier intègre gâcher sa carrière de ses propres mains. Mais Barton n'apprécie pas cette intervention. Il repousse violemment la main de Neo, les yeux écarquillés, et hurle, Neo, je vous méprise. Un criminel. Qu'est-ce qui lui donne le droit de faire la loi dans la prison? Quelqu'un capable de commettre de tels crimes n'est plus un être humain. C'est une déchéance morale totale. Et maintenant vous le couvrez? Je vous méprise. Laissez-moi passer. Sinon ne m'en tenez pas rigueur. Disant cela, Barton crache par terre, et rentre à nouveau dans la cellule. Matraque en main. Cette fois, Blake est visiblement en colère. Cet homme, grand comme une montagne, se redresse. Et se dresse devant Barton. Dégage. C'est la première fois. C'est la première fois qu'un prisonnier ose lui parler ainsi. Il n'en peut plus. Il lève sa matraque et la balance vers le menton de Blake. Voyant l'attaque de Barton, Blake sourit au contraire. Il réagit extrêmement vite, bloquant le coup de matraque avec son coude. Mais même avec sa peau épaisse et ses muscles durs, son avant-bras entier s'enfle. Barton est stupéfait. Il pensait avoir pris son adversaire par surprise. Et pourtant Blake a réussi à parer. Il était champion de free fight à l'école de police. Et voilà qu'un condamné à mort arrive à anticiper ses mouvements, pendant qu'il est encore sous le choc. Soudain, il sent son corps s'alléger. Puis le monde tourne autour de lui. Son bref moment d'inattention a donné à Blake l'opportunité de lui faire une prise de judo, l'écrasant devant toi. Un bruit sourd retentit. Barton est complètement abasourdi. Non seulement ce condamné à mort apparaît son attaque, mais il a même saisi sa faille pour contre-attaquer. Quel culot! Il est furieux. Mais aussi fort soit-il. Après une chute aussi brutale et inattendue, il ne peut pas se relever immédiatement. Voyant cela, Ryan s'accroupit avec un sourire, puis lui saisit la tête et la tourne dans ta direction. Petit, retiens bien ce visage. Peu importe comment tu te comportes dans les autres cellules. Mais dans celle-ci, c'est lui le chef. Ce qu'il dit, c'est la loi. Barton a subi toute l'humiliation possible. C'est le jour le plus humiliant. Depuis sa sortie de l'école de police jusqu'à son arrivée à Saint-Quentin, Barton hurle de toutes ses forces, brandit la matraque dans sa main droite, et la lance en l'air. La matraque décrit un arc, et fonce droit vers toi. Quand Blake réagit, il est déjà trop tard. Mais à cet instant, qui l'eût cru? Ryan, d'une rapidité foudroyante, saute pour se interposer devant toi. La matraque frappe sa tête, et il tombe avec sur le sol. Instantanément, du sang commence à couler sur le visage de Ryan. Voyant cette scène, Blake jure. Et le moment d'après, il lève son poing, et le plante dans le visage de Barton. D'un coup, le visage de Barton est blessé. Neo, voyant cela, crie immédiatement, arrête. Blake, calme-toi. C'est foutu. Ça va vraiment dégénérer. Blake a commis de graves crimes. C'est pour ça qu'il est en prison. Si Neo ne l'arrête pas, Barton risque d'être grièvement blessé. Mais Blake est bien trop fort. Il ne peut pas l'écarter de force. Il n'a d'autre choix que de te regarder en demandant de l'aide. Mais ce n'est pas le pire. En te regardant, il réalise que tu n'as pas levé les yeux une seule fois, comme si tu dormais vraiment. Monsieur Su, crie-t-il. Il n'y a pas d'autre solution. Seul toi peux arrêter Blake maintenant. Il doit absolument te réveiller. Mais tu ne réponds pas. Peu importe à quel point Blake frappe Barton, ça ne t'affecte absolument pas. Monsieur Su, si cela finit par un meurtre, ce ne sera pas bon pour votre image publique non plus. À cet instant, il comprend enfin cette phrase. Comme Blake l'a dit, dans cette petite cellule, Suan est le chef. Ses paroles sont la loi. À ce moment, des bruits sourds se font entendre. C'est Blake qui martèle Barton de ses poings. Monsieur Su, arrêtez-le immédiatement. Sinon je serai obligé de prendre des mesures coercitives. Neo n'a d'autre choix que de dégainer son arme.
et la pointeur sur la tête de Blake. Mais même ainsi, Blake ne montre aucun signe d'arrêt, continuant ses coups, complètement absorbé. C'est alors que tu t'étires, te redresses lentement, t'allumes une cigarette, puis dis avec un sourire léger, « Eh bien, êtes-vous en train de me menacer ?» À ces mots, l'atmosphère sur place devient instantanément glaciale. Même si tu souris, ton aura est bien trop puissante. Aux yeux de Neo, même ce gardien chevronné de 8 ans est terrifié. Non, merci de votre réponse. Il remet aussitôt son arme au fourreau, et dit avec urgence, « Monsieur Su, veuillez l'arrêter s'il vous plaît. Si cela continue, il va y avoir un mort. Je ne pourrai pas justifier cela. » Tu inspires profondément ta cigarette. Regarde avec amusement Barton, blessé, et dis, « Ne connaissez-vous pas un vieux dicton oriental? Même quand on frappe un chien, il faut regarder son maître. Il a frappé mon serviteur. Mon autre serviteur lui donne une leçon. Ce n'est pas excessif. Non? Et puis, c'est moi qu'il visait. Je suis quelqu'un de peureux et sans défense. Eh bien, si cette matraque m'avait touché, j'en aurais eu pour la moitié de ma vie. Non? Ton ton est légèrement moqueur. Neo, en entendant cela, tressaille intérieurement. Toi, peureux et sans défense? Si tu es peureux, il n'y a plus de courageux au monde. À entendre le ton de Suan, il veut clairement donner une leçon à Barton. N'est-ce pas assez audacieux? Qui oserait parler ainsi? Dans une prison? Le fait est qu'aujourd'hui il ose faire blesser Barton. Demain il osera faire blesser quelqu'un d'autre. C'est vrai, quelqu'un qui ose mettre une prime de 10 milliards pour s'évader. Qu'est-ce qu'il n'oserait pas faire? Mais Barton ne peut absolument pas mourir ici. Sinon Neo aussi sera dans de beaux draps. Monsieur Su, il ne va vraiment plus tenir longtemps. Je vous en prie. Ayez pitié. Épargnez-lui la vie. C'est à ce moment précis que tu écrases lentement ta cigarette. Et dis avec un sourire léger, c'est bon. Blake, arrête. Tu vois, c'est à peu près fini. Tu arrêtes ainsi Blake, dès que ces mots sortent de ta bouche. Blake, comme un écolier obéissant, se redresse immédiatement, essuie ses mains, et répond sur le champ, entendu. Maître. En effet, dans cette cellule, Suan est le chef. Ses ordres priment même sur ceux des gardiens. Neo, le cœur battant, se précipite auprès de Barton pour examiner ses blessures. Après un bref examen, il se redresse et te dit, merci. Monsieur Su, puis-je l'emmener à l'infirmerie maintenant? En entendant cela, tu souris. C'est exactement l'effet que tu voulais. La réputation précède l'homme. Il faut se faire un nom partout où l'on va. Tu hoches la tête. Allez-y. Au fait, mon serviteur s'est aussi blessé à la tête. Emmenez-le aussi avec 2 hommes. Tes paroles, apparemment anodines, ressemblent à des ordres que personne ne peut désobéir. Rapidement, le chaos dans la cellule s'apaise complètement sous tes ordres. Neo installe les 2 blessés, et peut enfin souffler. Mais cette affaire ne peut rester secrète. Et elle fait rapidement grand bruit dans le premier secteur. Tu as entendu? Le nouveau a frappé l'officier Barton. Pas frappé. Presque tué. Plutôt, on dit que l'officier Barton cherchait des noix au nouveau. Et Blake lui a défiguré le visage. Si le nouveau ne l'avait pas arrêté, Blake l'aurait probablement tué. C'est terrifiant. On dirait que tout ce qu'il disait était vrai. Que V peut le faire sortir? Il oserait vraiment donner 10 milliards. En parlant de ces 10 milliards, la prison s'enflamme instantanément. Un groupe de prisonniers qui dormaient déjà se remettent à discuter de ces 10 milliards. Il a fallu déployer plus de 50 gardiens pour que la prison retrouve son calme. À cet instant, Neo, haletant, s'appuie contre le mur. Cigarette aux lèvres. C'est incroyable. Ça, ce n'est que le premier jour de Suan à Saint-Quentin, et il a déjà causé tant de problèmes. Et il doit rester ici au moins un mois. Comment va-t-on faire pour les jours à venir? Il était tourmenté. Il regrettait même de s'être soucié de cette personne. S'il n'avait pas pris l'initiative de vérifier l'état de Suan, cette série d'événements qui a suivi n'aurait peut-être pas eu à être vécue par lui. Il poussa un soupir, et jeta sa cigarette. Il retourna à la cellule 1033. C'est vrai. Il n'avait pas oublié son objectif. Venir chercher Suan pour rencontrer le directeur. Après être resté devant la porte pendant environ 3 minutes, il prit une profonde inspiration, et ressortit sa carte d'accès. La porte de la cellule s'ouvrit. Monsieur Su, le directeur vous attend toujours. En revoyant cette personne influente, il manquait toujours d'assurance. À ce moment-là, vous n'aviez pas encore répondu. C'est plutôt Blake qui se redressa, et dit d'un mauvais ton. Mon maître n'est pas quelqu'un que vous pouvez voir sur simple demande. Vous voulez voir mon maître? Que le directeur vienne personnellement l'inviter. N'ayant pas le choix, Neo ne put que retourner au bureau du directeur, et lui faire son rapport. À l'intérieur du bureau du directeur, un homme d'une 40aine d'années claquait sa main sur la table. C'était Amandi, le directeur de la première zone. Dans la première zone, il détenait le pouvoir de gestion. Mais après avoir écouté le rapport de Neo, il ne put s'empêcher de s'irriter. Juste sous sa gestion, dans la première zone, un prisonnier avait en effet blessé un gardien. Autrefois, cela n'aurait jamais été toléré. Mais les temps ont changé. Avec l'arrivée de Suan, l'ambiance de la première zone était devenue différente. Il avait vraiment mal à la tête. Voyant cela, Neo eut aussi un sourire amer. Monsieur le directeur, ne vous énervez pas. Je pense que Barton a aussi été trop impulsif. Et ils ont effectivement des droits fondamentaux. Sur la fin, il n'était même plus sûr de lui-même. Car certains droits sont restreints ici. Dès qu'un gardien vient chercher un prisonnier, ils doivent obéir. Saint-Quentin a ses propres règles. Suan a non seulement refusé la convocation du directeur, mais a aussi laissé son subordonné blesser un gardien. Autrefois, il aurait fallu mettre Suan au cachot. Au minimum. Mais la situation est exceptionnelle aujourd'hui. En quelques heures, Amandi avait reçu de nombreux appels. Certains pour protéger Suan. D'autres pour le punir. Même les hautes sphères avaient appelé.
Les hauts responsables avaient été clairs. Au cours de ce mois, la sécurité de Suan doit être garantie. Cette affaire attire trop l'attention. C'est justement pour cette raison que Amandi se trouvait dans une situation épineuse. Il prit une longue bouffée de cigarette et renifla avec dédain. Il a bien de l'audace. Celui-là. Bien. 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 Il veut que j'aille le chercher moi-même? Je vais voir. Quelle est donc la capacité de cet oriental? Sur ces mots, Amandi se leva et sortit droit devant. Voyant cela, Néo eut un frisson dans le cœur. Cette fois-ci, cela risque de mal finir. Il pouvait le sentir. Le directeur était vraiment en colère. Pendant ce temps, dans la cellule 1033, Ryan le singe avait une blessure à la tête et était parti à l'infirmerie. Il ne restait donc que 3 personnes dans la cellule. Blake avait le sommeil léger. Vous vous êtes simplement levé pour allumer une cigarette. Qu'il s'est immédiatement redressé et a demandé avec méfiance, « Qu'est-ce qu'il y a, maître ?» Ce n'est pas seulement Blake. Même Lawson s'est relevé. Vous avez tiré une bouffée et dit calmement, « Dormez. Je vous en prie. J'attends quelqu'un. » Lawson, très perspicace, comprit immédiatement. « Maître, vous voulez dire que le directeur viendra vous chercher personnellement ?» Vous n'aviez pas encore répondu. Que Blake se mit à rire amer. « Maître, vous venez d'arriver. Vous ne savez peut-être pas. Notre directeur de la première zone ne viendra très probablement pas. Ça fait 3 ans que je suis là. Bien que je vienne juste d'être transféré ici. Je connais sa réputation. C'est un homme intègre et inflexible. Depuis toutes ces années, il n'a jamais eu de comportement douteux. Et il est connu pour être têtu. Avant votre arrivée, on l'appelait l'homme de fer de la première zone. Personne n'ose le contrarier. Il ne cédera donc probablement pas. Une fois ces mots prononcés, Lawson acquiesça aussi. Lawson est un ancien ici. S'il hoche la tête. Alors ce que Blake dit est vrai. Mais après avoir tourné les yeux, il sembla penser à quelque chose. Maître, rappela-t-il. Si vous cherchez du soutien de l'intérieur, le directeur n'est définitivement pas un bon choix. Mais vous pourriez choisir le sous-directeur. Après tout, c'est lui qui gère les affaires courantes. Il a aussi des connexions. Même le directeur cède parfois. Vous avez hoché la tête. Puis, avec un air significatif, vous avez demandé à Lawson. Lawson, que savez-vous de ce directeur? Je veux dire, ses antécédents familiaux. Ce genre de choses. Entendant cela, Lawson réfléchit un moment. Puis dit franchement, ce directeur s'appelle Amandi. 43 ans. Je n'ai rien entendu de spécial sur son passé. Mais il y a des rumeurs sur sa famille. On dit qu'il est un parent célibataire, vivant avec son fils de 13 ans. Mais malheureusement, il y a 3 ans, son fils a été diagnostiqué avec une leucémie myéloïde chronique. Même si sa situation financière est difficile, il n'a jamais utilisé son pouvoir pour s'enrichir. Intègre. Croyant en la loi. C'est à peu près tout. Maître, vous feriez mieux de vous reposer tôt. Je ne pense vraiment pas qu'il viendra. Lawson le pensait aussi. Mais après ces mots, vous avez juste hoché la tête. Puis, après avoir réfléchi un instant, vous avez dit avec profondeur, pas de précipitation. Reposez-vous d'abord. Il viendra. Vous voyant si assuré. Blake voulait encore dire quelque chose. Mais Lawson lui a secoué la tête. Alors il s'est tu. Il pensait. La prison ne les avait pas mis à l'isolement. C'était déjà faire preuve de clémence de la part du directeur. Pourquoi viendrait-il personnellement? Pour un prisonnier? Il a l'esprit simple. Et les muscles développés. Il ne pouvait évidemment pas comprendre la logique. Mais juste après qu'il se soit allongé, un son d'ouverture de porte retentit. Puis la porte de la cellule s'ouvrit à nouveau. Blake était choqué. Il regarda à travers la lumière tamisée. C'était le directeur. Se demandant s'il rêvait, il se frotta vigoureusement les yeux. L'instant d'après, il vit clair. Le directeur, surnommé l'homme de fer dans la première zone, était vraiment là. Alors, venait-il pour les punir lui-même? Ou pour inviter Suan? Peu importe la raison, cela a stupéfait Blake. Et il a encore plus de respect pour son maître. Capable d'alerter le directeur. Pour qu'il vienne personnellement au milieu de la nuit. C'est à ce moment-là que Amandi fit un pas dans la cellule. Le visage froid, il dit, numéro 3015. J'ai entendu dire que tu voulais que je vienne te chercher moi-même. Le silence retomba. Amandi s'approcha lentement de vous. Instantanément. L'atmosphère dans la cellule se tendit. Blake était nerveux malgré lui, devant le directeur de la première zone. Il ressentait cette oppression naturelle. Il se débattait intérieurement. Si le directeur devenait violent avec Suan, devrait-il intervenir pour l'arrêter? Mais en y repensant, il devait faire son devoir. Si les choses tournaient mal, il devrait agir. Le directeur a de l'autorité. Mais il doit protéger le maître. Une fois cette idée en tête, il s'est calmé. Bien que son corps soit toujours tendu. Il est passé de la peur à la préparation. Mais contrairement à lui, Lawson est resté très calme. Comme depuis le début. À ses yeux, il ne montrait aucune peur. Il est juste resté assis sur son lit, observant chaque mouvement du directeur. Voyant l'ambiance glaciale dans la prison, Néo s'est précipité d'un pas en avant, se plaçant entre vous et Amandi, pour tenter d'apaiser les esprits. Avec un faux sourire, Monsieur Su, le directeur est venu vous chercher en personne. Ce doit être pour quelque chose d'important. Pourquoi ne pas? Mais avant qu'il ne finisse sa phrase, vous avez calmement allumé une cigarette. Après avoir soufflé la fumée, vous avez souri, Monsieur le directeur. Vous venez m'inviter? Votre phrase si calme a fait froncer les sourcils d'Amandi. En fait, avant que Suan n'arrive à Saint-Quentin, Amandi s'était bien renseigné. Mais dès qu'il a vu Suan, il a su qu'il devait réévaluer cet homme. Il dégageait constamment une aura de supériorité, donnant une impression de sang-froid et d'expérience. En prison, c'était loin d'être ordinaire. Il fronça légèrement les sourcils. Se faisait-il passer pour quelqu'un d'autre à l'extérieur? C'était plausible.
Le monde des riches est complexe. Seul un air inoffensif peut tromper les rivaux. Finalement, Amandie a cessé de vous voir comme un enfant. Amandie a hoché la tête. Le visage toujours froid. Il a dit, oui. Je viens te chercher moi-même. J'espère que j'ai assez de prestige pour cela. Vous avez alors écrasé votre cigarette. Et répondu en souriant, bien sûr. Allons-y. Personne ne s'y attendait. Le directeur est vraiment venu. Et pour inviter Suan personnellement. Plus surprenant encore. Suan a accepté. Alors que tout le monde était stupéfait. On vous a menotté et entravé. Et vous avez été emmené. Au son de la porte qui se verrouillait. Blake a réagi. Mon Dieu. Comment le maître a-t-il fait? Il était sous le choc. Mais le maître a été emmené. Le directeur ne va-t-il pas s'en prendre à lui? S'il est blessé. Serons-nous tenus responsables? Après tout, ils ne se connaissent que depuis un jour. Qui est qui? Personne ne le sait vraiment. À ce moment, Lawson regardait la porte en fer. Et dit d'une voix grave, rassurez-vous. Le maître nous engage. Seulement quand nous sommes à ses côtés. Pour protéger sa sécurité et sa vie. Nous ne l'avons pas suivi dehors. Il ne nous en voudra pas. Et le directeur n'est pas assez stupide pour lui faire quoi que ce soit. Reposons-nous bien. Gardons nos forces. Les vrais problèmes commencent demain. Sur ces mots, Lawson ne s'en soucia plus. Et s'est endormi directement. Blake, simple d'esprit. Et musclé. Puisque Lawson l'a dit. Il n'avait pas besoin de réfléchir davantage. Bientôt, vous êtes arrivé au bureau de la zone. Ce n'est pas très grand. Il y a un bureau, quelques étagères, un canapé et une table de réception. À l'instant que vous avez franchi le seuil, vous n'avez fait attention à personne. Vous êtes allé droit vers le canapé. Et vous vous êtes assis. Voyant cela, Amandie n'a rien dit. Mais Néo a paniqué. Il était choqué. Comment Suan ose-t-il être si décontracté devant le directeur? Teste-t-il les limites du directeur? Monsieur Su, levez-vous vite. Il a haussé un sourcil et vous a lancé un regard. Le message était clair. Il vous disait, si le directeur se met en colère, et qu'il vous fait quelque chose, il ne pourra rien faire. En effet, l'instant d'après, le visage usé d'Amandie s'est assombri. Il a pris une profonde inspiration, puis a jeté un coup d'œil à Néo, et dit froidement, Néo, va faire ta ronde. Le cœur de Néo a raté un battement. C'est fini. Le directeur est vraiment en colère. Suan va passer une mauvaise nuit. Instantanément. Des sueurs froides ont perlé sur son front. Il s'apprêtait à parler. Mais Amandie l'a arrêté d'un geste de la main. Tu n'as pas entendu mon ordre? Sors. Le visage d'Amandie était sévère. Il semblait vraiment fâché. Néo n'avait pas le choix. Il pouvait seulement prier pour Suan dans son cœur. Car si quelque chose arrivait à Suan, son argent serait perdu aussi. Mince. À quoi je pense? Après s'être maudit intérieurement. Il est sorti immédiatement. Une fois Néo parti, dans ce bureau pas très grand, il ne restait que vous et Amandie. Le silence était total. On aurait entendu une aiguille tomber. Finalement, après quelques inspirations profondes, Amandie a maîtrisé sa colère. Le visage froid, il a commencé, Monsieur Su. Je vous appelle Monsieur Su. Je suis différent des autres. Je respecte la loi. Donc, si vous avez commis un crime, vous devez être puni comme il se doit. Vous devez vous souvenir d'une chose. C'est une prison, et la prison a ses règles. J'espère que vous les respecterez. Bien sûr. Avant votre exécution, je garantirai votre sécurité. Je peux même vous faciliter la vie pour les petites choses. Tant que vous respectez les règles, et que vous ne causez pas de problème. Nous pouvons maintenir un état de non-ingérence mutuelle. Mais, je ne veux surtout plus entendre parler de cette histoire de prime. Amandie était ferme. C'était une négociation, mais aussi un avertissement. Après avoir parlé, il vous fixait du regard, attendant votre réponse. Mais à ce moment précis, vous, très détendu, avez pris le paquet de cigarettes sur la table, et en avez allumé une pour vous-même. L'instant d'après, vous avez hoché la tête avec un sourire calme. Ah, donc, monsieur le directeur, c'est un avertissement? En entendant cela, Amandie a frappé la table, et a crié, numéro 3015. Je suis impartial. Ne poussez pas le bouchon trop loin. Soudain, l'ambiance dans le bureau est devenue glaciale. Impartial. Ah, vous avez affiché un sourire significatif. Et avez continué, ce que vous appelez impartialité. Consiste à laisser vos subordonnés me cibler? Il y a des gens qui veulent me nuire. Et d'autres qui veulent me protéger. Alors, avec votre soi-disant impartialité, sans prendre parti, vous laissez agir les gens sous votre nez. C'est donc ça. La justice, c'est vrai. Sans l'approbation du directeur. Même si le sous-directeur a des relations partout, il aurait été impossible de transférer 3 prisonniers. Dans la première zone. Ça ne prouve qu'une chose. Pour cette affaire, tout le monde est de mèche. C'est vous, monsieur le directeur, qui l'avez permis. Sur ces mots, le cœur d'Amandie a tremblé. Il ne pouvait pas y croire. Il voulait juste utiliser son autorité pour faire pression sur un criminel. Mais en voyant votre air insouciant, il semblait que, sans s'en rendre compte, il était entré dans votre jeu et avait perdu l'avantage. Suan est vraiment un étudiant de 18 ans? La pression exercée par cette force n'a rien à envier aux vétérans expérimentés. À ce moment, Amandie a froncé les sourcils, voulant encore se justifier. Mais il est resté sans voix face à vous. Finalement, c'est vous qui avez ri calmement, brisant le silence du bureau. Ah, mais monsieur le directeur, peu m'importe que vous soyez impartial ou non. En fait, que vous ne le soyez pas, représente pour moi une opportunité. De l'argent. Si vous êtes intéressé, je vous garantis que demain, en ouvrant les yeux, vous verrez une somme d'argent apparaître sur votre compte. Dans ce jeu psychologique, c'est clairement vous qui aviez l'avantage. Amandie n'aurait jamais imaginé que cet homme ose être si audacieux. C'est une tentative ouverte de corruption envers lui, le directeur de la première zone.
même s'il a tacitement autorisé le directeur adjoint à s'occuper de certaines affaires supplémentaires dans le premier district pénitentiaire. Il se le demandait en son âme et conscience. Toutes ces années, il n'avait jamais pris un centime de trop. On pouvait même dire qu'il n'avait jamais touché un seul paquet de cigarettes sales. La tentation d'une somme énorme était réellement grande. Pour quelqu'un d'autre, il n'aurait peut-être même pas réfléchi, et aurait choisi de céder. Mais lui, intègre et incorruptible, ne pouvait tout simplement pas franchir cette ligne morale. Une colère intense l'envahit. Il frappa la table d'un coup, et se leva d'un bond. Suan, vous testez mes limites. Honnêtement, une somme d'argent est très tentante. Mais s'il était vraiment quelqu'un prêt à, pour de l'argent, enfreindre ses principes, alors avec son statut de directeur de district, il ne vivrait certainement pas dans une telle gêne financière. À ce moment, on pouvait clairement voir les mains de Amandie se mettre à trembler. Même si mes actions, à tes yeux, ne sont pas absolument justes. Mais le monde est ainsi fait. Ils sont prêts à agir selon les règles. Mais tant qu'il n'y a pas d'erreur majeure, je n'interviendrai pas outre mesure. Après tout, ce n'est pas facile pour ceux qui sont entrés ici. Ces criminels méritent tous le châtiment qui leur est dû. Et je considère n'avoir jamais gagné un seul centime en trahissant ma conscience. Il n'avait pas fini de parler, que tu éteignis ta cigarette avec un léger rire. Et, monsieur le directeur, est-il nécessaire de vous justifier auprès de moi? Et puis, vous n'avez peut-être pas bien compris une chose. Vous êtes le directeur. Et alors? Pensez-vous que si je n'étais pas dans cette situation difficile, vous mériteriez que je vous teste? Une fois cette phrase prononcée, Amandie sut qu'il avait déjà complètement perdu l'avantage. Alors, monsieur le directeur, inutile de me faire la morale, ni de me parler de votre façon d'être. Cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'importe, c'est si vous êtes prêt à coopérer. La somme d'argent ne suffit-elle pas? Il est vrai que ma situation est particulière. Alors, que diriez-vous d'en rajouter un peu? En entendant l'augmentation de la somme, Amandie fut totalement stupéfait. Les autres n'ont peut-être pas une idée précise de ce que représente cet argent. Mais lui savait que la construction de l'ensemble de la prison de Saint-Quentin avait déjà coûté une fortune. Doubler le montant, c'était le multiplier par bien plus encore. C'était bien trop stupéfiant. Il n'aurait même pas osé faire un tel rêve. Le cœur d'Amandie se serra. Il prit une grande inspiration, essayant tant bien que mal de dissimuler le désir que cet argent éveillait en lui. Sans même parler de l'augmentation. La prime offerte par Suana elle seule était déjà suffisamment alléchante. Mais il s'efforçait de dissimuler ses sentiments. Il ne devait absolument rien laisser paraître. On ne vit que son visage sombre s'asseoir sur le canapé. Il vous fixait du regard en allumant une cigarette pour lui-même. Lorsque cette cigarette fut consumée jusqu'au filtre, il l'éteignit à contre-cœur. Il déclara, il est vrai que, monsieur Su, que ce soit la somme initiale ou l'augmentation, tout cela est extrêmement tentant. Inutile de parler de l'augmentation. Même une partie suffirait à régler bien des problèmes. Mais, monsieur Su, j'ai mes principes. Je ne suis peut-être rien à vos yeux. Mais dans mon fort intérieur, j'ai la conscience tranquille. C'est pourquoi, monsieur Su, je vous prie de ne pas tester mes limites avec l'argent. Je maintiens ma position précédente. Tant que nous ne nous marchons pas sur les pieds, je peux vous garantir que personne dans le premier district ne pourra vous faire de mal. C'est le maximum de compromis que je puisse faire. J'ai déjà montré ma bonne foi de la manière la plus claire possible. Et vous, monsieur Su? Amandie avait finalement triomphé de ses désirs. Mais c'était justement cela qui vous semblait encore plus intéressant. Vous eut accent circonflexe un rire léger, et on reconnaît bien là monsieur le directeur. Cet air vertueux et intrépide est digne de respect. Mais la nature humaine est une curieuse chose. J'ai toujours pensé que l'homme naît avec des désirs. Il n'y a aucune honte à cela. Tant qu'il y a du désir, l'humanité ne pèse pas bien lourd. Toute demande non satisfaite n'est due qu'au fait que les désirs au fond du cœur n'ont pas été pleinement éveillés. Peut-être qu'en écoutant mes prochaines paroles, monsieur le directeur, ces désirs cachés au fond de lui seront totalement stimulés. Vous avez gardé cette apparence détachée. On ne dirait vraiment pas quelqu'un en difficulté. À ces mots, le cœur d'Amandie fit un bond. Soudain, un mauvais pressentiment l'envahit. Que diable Suan préparait-il? Amandie fronça les sourcils, monsieur Su. Que comptez-vous faire exactement? Face à sa question, vous vous contentâtes de rire légèrement, et je ne prépare rien de spécial. Cependant, monsieur le directeur, laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai un ami qui a connu un brillant succès et une carrière officielle florissante. Sa première moitié de vie fut comme une ascension vers les sommets. Mais voilà 3 ans qu'il a subi un tragique revirement. Son épouse, qu'il avait chérie toute sa vie, est décédée accidentellement. Et le fils unique qu'elle lui a laissé a été atteint d'une grave maladie. Depuis lors, cet ami, pour sauver la vie de son fils, s'est retrouvé sans le sou. Non seulement il doit assumer d'énormes frais médicaux, mais il doit aussi voir son fils souffrir chaque jour. Franchement, son sort est vraiment tragique. Perdre sa femme à la mi-vie est déjà une tragédie. Mais maintenant, il risque de devoir enterrer son propre enfant, son unique fils, son dernier soutien dans la vie. Monsieur le directeur, vous conviendrez que mon ami doit souffrir le martyre. À peine aviez-vous fini de parler, que l'expression d'Amandie devint aussitôt confuse. Il serrait les poings sur ses genoux, et tout son corps se mit à trembler de manière incontrôlée. C'est exact. Cet ami dont vous parliez n'était autre qu'Amandie. Il avait aimé, épousé sa femme et eu un enfant avec elle. Et sa première moitié de vie avait été si heureuse qu'elle faisait l'envie de tous. Mais depuis le décès accidentel de sa femme, la malchance s'était abattue sur lui. Le fils qui lui restait a été diagnostiqué avec cette maladie. Les frais mensuels pour soigner cette maladie sont exorbitants. Et pour garder son fils en vie, il n'a pas hésité à vendre sa maison. Son fils vit à l'hôpital, tandis que lui s'est installé à la prison. On dit que la médecine est avancée. Mais les soins gratuits, c'est de l'idéalisme. Les frais médicaux sont élevés.
Une partie est remboursée. Mais même avec ce remboursement, le reste est loin d'être à la portée d'une famille ordinaire. De plus, il faut faire la queue pour les soins. Tout est une question de ressources. Quelqu'un comme lui, avec un peu de pouvoir, a dû fournir d'énormes efforts pour faire admettre son fils à l'hôpital et le soigner. Mais le problème reste le même, l'argent. Les coûts médicaux exorbitants ont réduit ce directeur de district, si brillant en apparence, à vivre au-dessus de ses moyens. Une vie de privation, un fils souffrant, ont déjà presque écrasé cet homme d'un peu plus de 40 ans. C'est pourquoi, en entendant l'augmentation de l'offre, il a été ému. Mais finalement, la raison a triomphé du désir. Il avait choisi de rester ferme sur ses convictions. Mais cette vie accablante l'a quand même plongé dans une sorte de torpeur. Voyant l'état d'Amandie, vous avez souri avec calme. Monsieur le directeur, peut-être n'avez-vous pas besoin de subir tout cela. Il vous suffit de faire le bon choix. Et je peux vous offrir une somme d'argent, ainsi qu'un fils en bonne santé. Je peux vous donner tout cela. Sur ces mots, les poings d'Amandie se serrèrent si fort qu'on les entendit craquer. C'était comme verser du sel sur ses plaies. Suan, rugit-il en se levant d'un bond. Il vous attrapa brusquement par le col. Ses yeux injectés de sang exprimaient une fureur immense. S'il n'était pas le directeur, s'il n'était qu'un simple gardien, il aurait voulu en découdre avec vous sur le champ. Mais il ne pouvait pas faire cela. Son poing serré finit par s'arrêter devant votre visage. Et il le abaissa lentement. Avec ce geste, retomba également l'atmosphère du moment. Vous pouviez clairement voir. Vous pouviez distinguer clairement que cet homme courageux semblait s'être encore plus ridé par les épreuves. Comme s'il avait vieilli de 10 ans d'un coup. Suan peut-il vraiment m'aider? Pour une raison inconnue. À un moment donné, il s'est mis à espérer que le Suan devant lui puisse lui venir en aide. Fatigué. Il était vraiment trop épuisé. Il semblait sur le point d'être écrasé par l'existence. Juste au moment où sa détermination vacillait. Soudain, son regard tomba sur le bureau. Sur cette photo de son fils le serrant dans ses bras. Instantanément, il sembla reprendre ses esprits. Il prit une profonde inspiration, s'efforçant d'apaiser les fluctuations de son cœur. Et poussa un soupir résigné, hélas. Monsieur Su, je vous remercie pour votre offre. Mais c'est à moi de sauver mon fils. À la fin, son regard devint déterminé, comme s'il avait trouvé la paix. Il redevint ce directeur de district impartial et inflexible. Mais après avoir observé tout cela, vous avez souri, car vous pouviez voir que l'attitude de ce directeur à votre égard avait subtilement changé, sans même qu'il s'en aperçoive. Il ne restait plus qu'à faire sauter ses dernières défenses psychologiques. C'est bientôt fini. Et, monsieur le directeur, attendre son tour pour des ressources médicales est une épreuve difficile, n'est-ce pas? Pour une personne ordinaire, cela pourrait prendre une vie entière sans jamais y arriver. Mais moi, je n'ai besoin que d'un seul appel. L'équipe médicale la plus pointue peut se tenir prête à aider votre fils dès maintenant. Allez-vous vraiment laisser votre intégrité ruiner l'avenir d'un enfant? Votre façon de penser est trop rigide. Ou peut-être mal avisée. Trouvez-vous cela juste pour votre fils? Osez-vous dire que vous honorez la mémoire de votre défunte épouse, touchée par ces paroles réitérées? Amandie, qui venait tout juste de se calmer, se remit à trembler légèrement. Même s'il luttait avec force pour réprimer ses émotions, ses défenses mentales étaient peu à peu ébranlées par Suan. Allez-vous vraiment regarder votre fils, votre unique parent, disparaître sous vos yeux? S'il lui arrive quelque chose, comment vous sentirez-vous? Vous avez enfoncé le clou, comme si vous frappiez, avec une lourde masse, sur le cœur vacillant d'Amandie. Taisez-vous. Amandie explosa de rage. Il éleva la voix. Et ce cri attira l'attention de Néo, qui venait de finir sa ronde. Craignant un incident, il se précipita pour ouvrir la porte et entrer. Que se passe-t-il? Il jeta un coup d'œil autour de lui, regardant d'abord Suan. Voyant qu'il ne s'était rien passé pour lui, il poussa un soupir de soulagement. Mais lorsqu'il se tourna vers Amandie, il fut stupéfait. Amandie avait les yeux rouges, le visage marqué par la fatigue et la douleur. Tout son être semblait s'être effondré. Que diable a fait Suan au directeur? Il n'osait pas y croire. Il faut savoir que cela faisait 8 ans qu'il était gardien dans cette prison. Il n'avait jamais vu le directeur perdre son sang-froid comme aujourd'hui. Soudain, avant même qu'il ne puisse réagir, Amandie saisit la tasse sur le bureau et la jeta violemment vers la porte. Qui t'a permis d'entrer? Sortez. Néo fut lui-même effrayé. De toute façon, Suan allait bien. Alors il se hâta de fermer la porte et se tint en faction à l'extérieur. Amandie haletait bruyamment, s'effondrant sur le canapé. Ses yeux, d'ordinaire si brillants et perçants, avaient perdu tout leur éclat. Environ une minute plus tard, il eut un rire amer et secoua la tête. Et, Suan, je sais ce que vous allez dire. Mais je ne peux pas le faire. Si je faisais cela, que deviendraient les principes en lesquels je crois? Comment mon fils me regarderait-il? Il était clair qu'il était toujours au bord de l'effondrement nerveux. À ce moment-là, vous restiez calme et détendu. Vous vous levâtes doucement, et vous approchâtes d'Amandie, posant votre main sur son épaule. Monsieur le directeur, ne me rejetez pas si vite. Une somme d'argent, une vie sauvée, et une sécurité financière pour le reste de vos jours. Je pense que vous savez quel choix faire. Avec un léger sourire, vous bâillâtes avec nonchalance. Puis, votre regard se durcit, fixant Amandie qui vacillait au bord du précipice. Monsieur le directeur, je suis un peu fatigué. Veuillez demander à quelqu'un de me raccompagner. Sans attendre que le directeur réalise ce qui se passait, vous avez saisi le talkie-walkie sur le bureau, réglé sur le canal public, et avez dit, officier Néo, monsieur le directeur vous demande de me raccompagner. Après avoir parlé, vous avez regardé Amandie à nouveau, puis avez souri, monsieur le directeur. Ne vous pressez pas. Prenez le temps de réfléchir. Vous avez encore du temps. Sur ces mots, vous vous dirigâtes vers la porte du bureau sans vous retourner. Voyant cela, Néo
était totalement perdu. Il ne savait vraiment pas quoi faire. Il jeta un coup d'œil à Suan, qui avait l'air imperturbable. Puis à Amandi, prostré. Ses yeux imploraient de l'aide. Amandi, impuissant, subissant une pression psychologique immense, semblait sur le point de suffoquer. Il n'avait pas le choix. Il le savait. S'il continuait à discuter, tout tournerait autour de l'argent. Et il resterait piégé dans le rythme de Suan. Il n'y avait donc aucune raison de continuer aujourd'hui. Il prit une profonde inspiration et força un air calme, faisant un signe de tête à Néo. Une fois l'ordre confirmé, Néo emmena immédiatement Suan. Une fois sorti du bureau du directeur, en regardant la silhouette de Suan, il se sentit mal à l'aise. C'est quelqu'un de redoutable. C'est certain. Le directeur, habituellement si intègre et imposant, en une demi-heure seulement, s'était dégonflé comme un ballon percé, tombant dans un état de complet abattement. De quoi ont-ils bien pu parler? Ou bien, le directeur, si droit jusque-là, aurait-il été convaincu par Suan? Instantanément, Néo écarquilla les yeux, n'osant pas imaginer la suite. Il regarda de nouveau la silhouette de Suan, et ne put s'empêcher de ressentir un frisson de nervosité. Il semblerait que le premier district pénitentiaire soit sur le point de subir de grands bouleversements. En même temps, dans le bureau du directeur du premier district, Amandi avait l'air d'avoir été vidé de toute son énergie, affalé sur le canapé, une cigarette après l'autre, finissant par remplir tout le bureau d'une épaisse fumée. À la fin, il avait voulu répliquer à Suan sur le champ. Mais Suan, comme s'il tenait les rênes de la négociation, rendait chaque mot qu'il prononçait vain et impuissant. Était-il tenté? Une somme d'argent, ajoutée aux meilleures conditions de traitement pour son fils. Bien sûr que si. Autrement dit, la proposition de Suan pouvait parfaitement lui permettre de résoudre tous ses dilemmes actuels. Mais il croyait en ses principes. Aider Suan équivalait à trahir l'idéal qu'il habitait. Ne pas l'aider. Certes, il restait ce directeur intègre, mais au prix de perdre son fils. D'un côté, l'idéal de toute une vie. De l'autre, son fils. Son unique raison de vivre. Ces deux choses étaient pour lui indispensables. Comment pourrait-il choisir? Ce problème qui allait décider de son destin était trop ardu. Amandi, au bord de l'effondrement, se leva et frappa le miroir derrière lui. Le miroir vola en éclats, et des morceaux de verre s'enfoncèrent dans sa main. Le sang coula le long de son poing. Il avait voulu utiliser la douleur pour se réveiller de sa torpeur. Mais il s'aperçut soudain qu'il ne semblait plus rien ressentir. Amandi regarda son reflet déformé dans les débris, et secoua la tête avec un sourire amer. Amandi, oh Amandi, que vas-tu choisir? Il était déchiré, impuissant. C'est alors que le téléphone sur son bureau se mit à sonner. Voyant cela, il fronça légèrement les sourcils, et décrocha immédiatement, demandant d'un ton sérieux, « Monsieur le directeur de la prison? Que se passe-t-il » Cet appel signalait une urgence. C'était la ligne interne entre le directeur du district et le directeur de la prison. Cela signifiait que ce n'était pas seulement lui, mais que le directeur de la prison était lui aussi toujours occupé à cette heure tardive. À cette pensée, il fronça les sourcils, sentant la situation devenir encore plus complexe. À ce moment-là, une voix grave retentit à l'autre bout du fil. « Amandi, les choses empirent. Préparez-vous mentalement pour le procès qui aura lieu dans 3 jours. Nous devons communiquer à l'avance avec les parties concernées. Venez dans mon bureau maintenant pour une vidéoconférence. Cette réunion est de très haut niveau. Elle est classée secrète. La confidentialité absolue est requise. » Sur ces mots, le directeur de la prison raccrocha le téléphone. À cet instant, Amandi n'avait pas encore réalisé ce qui se passait. Il était un peu hébété. Il faut savoir que depuis la création de la prison de Saint-Quentin, le niveau de réunion le plus élevé n'avait jamais dépassé le niveau élevé. C'était déjà à cause d'un événement particulier que la réunion avait atteint un tel niveau, sans parler du niveau le plus élevé. Ces dernières années, il n'y avait même pas eu une seule réunion de niveau supérieur. Mais cette fois-ci, en raison de la présence de Suan, la réunion a été élevée au niveau supérieur. Pour cette réunion, le rang des participants n'est pas nécessairement très élevé. Mais on peut imaginer que l'impact de cette réunion sera absolument considérable. Le directeur aurait-il reçu des informations spéciales? Est-ce que certaines personnes ont décidé de passer à l'action contre Suan dans 3 jours? Qu'est-ce qu'ils vont affronter dans 3 jours? Amandi n'en savait rien. Ce qu'il savait, c'est que dès que ce jour arrivera, la situation deviendra complexe. À cet instant, les sourcils froncés, on ne savait pas à quoi il pensait. Après avoir simplement pensé sa blessure, il sortit immédiatement en toute hâte. Jusqu'à présent, personne ne savait de quel côté Amandi se rangerait. Après tout, il allait participer à cette réunion confidentielle de haut niveau. Son choix était crucial. Il concernait directement la capacité de Suan à gérer la situation dans 3 jours. Cette nuit-là, dans la salle de réunion confidentielle de la prison de Saint-Quentin, qui y a participé? Personne ne le savait. Ce qui s'y est passé, personne ne le savait non plus. Les gens savaient seulement. Le lendemain à 4 heures du matin, la réunion s'est terminée sur une note amère. Le directeur est parti précipitamment en voiture. Le directeur adjoint est également parti à la hâte. Le chef du premier quartier de Saint-Quentin, remplaçant le directeur, a donné urgemment 3 ordres. Ordre 1, concernant le conflit entre Blake et Barton. Après enquête, il s'est avéré que Barton a provoqué l'incident. Blake est donc dispensé de la punition de mitard. Barton verra ses primes de performance déduites sur 3 mois. Il est suspendu avec salaire. Ordre 2, activation des brouilleurs de la prison de Saint-Quentin. À pleine puissance. Les gardiens ne peuvent communiquer que par ligne interne. Quiconque entre dans la prison de Saint-Quentin verra ses appareils de communication confisqués et n'aura aucun contact avec l'extérieur. Ordre 3, tous les gardiens en congé doivent retourner à leur poste. Aucune excuse pour retarder.
Dès que ces 3 ordres ont été émis, ils ont immédiatement provoqué un tollé parmi les gardiens. Même si ces ordres n'avaient pas encore parcouru toute la prison. Les prisonniers avaient remarqué quelque chose d'anormal. Normalement, la sirène de réveil ne sonne qu'à 6h30. Mais il n'est que 5h et quelques. De nombreux prisonniers étaient déjà dans leurs cellules. À discuter. Même des cellules voisines. On commençait à échanger des informations. Mon téléphone miniature caché ne fonctionne plus. Non, vous n'avez pas remarqué? Il semble que quand je me suis levé cette nuit, la sécurité de toute la prison a été renforcée. Oui, il n'y avait que 5 gardiens dans notre section, dont un qui faisait des rondes. Maintenant, ils ont déployé 10 gardiens pour surveiller les cellules. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? En une seule nuit, tout le paysage de Saint-Quentin semble avoir changé. Tu ne sais pas encore? J'ai demandé des nouvelles à un gardien que je connais bien. Il a dit que le chef du quartier vient d'émettre 3 ordres, dont un concerne le nouveau. Il paraît que Blake a battu Barton cette nuit, mais avec l'ordre du chef du quartier. Blake, ce grand costaud. Non seulement il n'a pas été mis au cachot, mais en plus, Barton a été suspendu et a perdu ses primes. Mon Dieu, c'est vrai? Absolument certain. Avec la diffusion de cette nouvelle, toute la prison a été choquée. Un prisonnier entre en conflit avec un gardien. Non seulement il n'est pas puni, mais c'est le gardien impliqué qui est suspendu. Cela peut-il arriver à Saint-Quentin? C'est tout simplement révolutionnaire pour eux. Bien qu'ils sachent qu'à Saint-Quentin, l'argent peut résoudre certains problèmes. Mais la première règle est de ne jamais défier l'autorité des gardiens. Tout le monde sait que Blake a été soumis par Suhan depuis longtemps. C'est donc lui qui a apaisé le chef du quartier. L'argent peut vraiment résoudre beaucoup de problèmes. Même le chef du quartier, intègre et impartial, a été convaincu. Quelle méthode cet oriental a-t-il utilisée pour faire céder le chef du quartier? Désormais, le premier quartier sera sous son contrôle. Si on peut s'allier à ce puissant, ne pourrait-on pas vivre mieux dans le premier quartier? Un groupe de prisonniers a commencé à discuter du pouvoir de l'argent. Dans cet environnement, certains comportements peuvent être influencés. S'ils ne sont pas complètement influencés, c'est juste que les conditions offertes ne sont pas suffisantes. Mais certains envient Suhan. Bien sûr. D'autres ne peuvent pas le supporter. Après tout, dans un endroit comme une prison, c'est l'endroit qui regroupe le plus de dur à cuire. En un instant, les prisonniers du premier quartier, à cause de l'ordre spécial du chef du quartier, se sont instantanément divisés en 3 camps. Une petite partie voulait se rallier à Suhan immédiatement. Une autre petite partie a choisi la neutralité. Bien sûr, la grande majorité restante est composée des différents gangs. Ce sont les durs à cuire de la prison. Maintenant que Suhan attire tant l'attention, cela les agace naturellement. Certains d'entre eux ont même des conflits entre eux. Mais face à ce visiteur indésirable venu de l'Est, ils ont choisi de s'unir pour défier ce trublion ensemble. Instantanément, les prisonniers ont commencé à s'exciter. Ils attendaient même impatiemment de voir cet oriental plus tôt. Une nuit s'est presque écoulée. Avec la sonnerie du réveil de la prison, Blake avait déjà préparé de l'eau pour te laver le visage. Et l'avait posée sur la table. Pendant ce temps, il faisait des pompes, comme pour s'échauffer, mettant son corps en pleine condition. À ce moment, tu t'étires. Et tu te réveilles doucement, regardant Blake et Lawson. Déjà réveillés. Tu souris légèrement, bonjour. Les deux hochent la tête, et disent en chœur, bonjour. Maître. Enfin, une nouvelle journée commence. Tu regardes l'eau que Blake a préparée pour toi. De bonne humeur. Dans ta vie antérieure, tu étais ciblé dès ton entrée en prison. En une demi-journée seulement, tu as subi des revers. Mais dans cette vie, tu as enfin changé la donne. C'est vrai. Avec de l'argent, on peut faire tout ce qu'on veut. À partir d'aujourd'hui, tu vas utiliser des actions concrètes. Pour dire à tous les prisonniers, pas seulement dans la cellule 1033. Partout où la prison s'étend. Tu es la règle. Après une toilette simple, Lawson t'a tendu une serviette. Et a dit en fronçant les sourcils, maître. Avec tes relations avec le chef du quartier et les gardiens, je pense que tu pourrais demander à ne pas aller au petit déjeuner. Tu souris légèrement, ah bon? Lawson a réfléchi un instant. Et a continué, j'ai appris que plusieurs gangs ont un projet aujourd'hui. Ils ont décidé de s'unir pendant le petit déjeuner. Pour te faire un mauvais accueil. Sur ces mots, tu es devenu encore plus curieux concernant l'identité de Lawson. Ce vieil homme mystérieux semble obtenir des informations de première main. À tout moment. Quelle méthode utilise-t-il? Il semble qu'il y ait encore quelque chose à exploiter derrière lui. Mais Lawson ne t'a rien dit pour l'instant. Il est clair qu'il n'y a pas encore une confiance absolue. Tu n'as donc pas insisté. Lawson a ajouté, nous ne sommes que 3 actuellement. Maître, tu as encore des chaînes aux pieds. Ce qui te rend moins mobile. Mais ces gangs comptent au moins des centaines de personnes. Je pense que si nous choisissons l'affrontement direct, aujourd'hui, nous finirons tous à l'infirmerie de la prison. Face au conseil de Lawson. Tu n'es pas d'accord. Tu allumes nonchalamment une cigarette. Tu inspires profondément, en disant ça. J'ai vraiment faim. Mais pour un petit déjeuner copieux, moi, Suhan, personne ne peut m'en empêcher. Allons-y. Voyons voir. Sœur plan banal. Ça fera un excellent apéritif. Le bâtiment de la cantine de Saint-Quentin est un édifice de 8 étages. Considéré comme une cantine multifonctionnelle dans la prison. Tant qu'on a de l'argent. Ici. On peut même manger des spécialités de partout. Bien sûr. Ce n'est possible qu'au 8e étage. Le 8e étage fonctionne sur un système de membres. Normalement. Avec ton statut. En entrant à Saint-Quentin, tu deviendrais membre. Mais clairement. Sous la direction de Néo. Toi. Blake et Lawson êtes allés au 3e étage. Le 3e étage est la plus grande cantine de Saint-Quentin. Elle peut accueillir 800 personnes. En entrant dans la 3e cantine, Néo n'a pas oublié de te rappeler, Monsieur Su. Je pense qu'il vaudrait mieux que Blake se lève. Pour les intimider. Au lieu de s'accroupir derrière toi pour porter tes chaînes.
C'est vrai. En ce moment, Lawson te suit, et Blake s'accroupit derrière, portant le poids de tes chaînes. Si c'était Ryan, cela n'aurait peut-être rien de spécial. Mais c'est Blake. Un homme immense et gigantesque. Cette scène est tout simplement spectaculaire. Le corps de Blake, tel une petite montagne, semble se recroqueviller, portant respectueusement les chaînes, n'osant n'y aller trop vite ni trop lentement. Suivant tes pas, demandons-nous, qui à San-Quentin pourrait bénéficier d'un tel traitement, faire en sorte qu'un prisonnier criminel te rende service. Suan pourrait éviter bien des ennuis s'il restait discret. Neo ne comprend pas pourquoi il fait ça. À ce moment, tu continues d'avancer lentement, souriant légèrement, les chaînes sont trop lourdes. Je suis si petit et sans défense. Comment pourrais-je marcher? Tu veux bien me les enlever? Neo reste sans voix. Le pire, c'est qu'il avait le pouvoir de le faire. Pour te soulager un peu. Mais après la réunion confidentielle d'hier, un ordre secret a été émis. À partir d'aujourd'hui, aucun gardien ne peut enlever tes chaînes. Même les clés qu'il possède ont été rendues au milieu de la nuit, bien qu'il ignore ce qui s'est passé. Il sait que pour le mois à venir, il te sera difficile de te débarrasser de ces chaînes. Monsieur Su, je ne peux rien faire. Mais selon des informations fiables, la 3e cantine pourrait te causer du tort aujourd'hui. Et je ne peux pas rentrer dans la 3e cantine. Pour t'aider. Le chef du quartier est aussi parti. Je pourrais demander pour toi qu'on t'apporte les 3 repas dans ta cellule aujourd'hui. Il pense vraiment à ton bien. Mais tu ne t'en soucies pas. Tu restes élégant. Souriant légèrement, on peut éviter la cantine. Mais peut-on éviter la promenade? Dans mon dictionnaire, le mot « éviter » n'existe pas. Néo, résigné, n'a pu que vous emmener. Vous 3, continuant vers la 3e cantine. Maintenant, le 3e étage est bruyant. Divers cris se font entendre. Ici, c'est relativement libre, tant qu'il n'y a pas d'émeute. Les gardiens ferment les yeux. Les chefs des différents gangs se sont rassemblés avec leurs hommes, affirmant sans crainte leur domination. Une vingtaine de gardiens armés rôdent dans la cantine. Chris, pourquoi cet oriental est-il si choyé? Pourquoi pas? Viens avec nous. C'était le célèbre gang du requin noir. Le leader de la prison. Léo. Face aux gardiens. Il ne montrait aucune crainte. Au contraire. Il semblait impatient. Chris lui a jeté un regard. Et à taquiner, il peut offrir une récompense. Et toi? Mais vous n'avez que 15 minutes. J'ai déjà prévenu le cachot. N'oublie pas mon argent une fois que c'est fait. Léo a souri. Et, je n'oublierai pas, 15 minutes suffisent. S'occuper de lui est plus simple que d'écraser une fourmi. Ce riche a l'habitude de la belle vie. Aujourd'hui, je vais lui montrer de quoi nous sommes capables. Chris a acquiescé, comprenant le message, hochant la tête, et a repris sa ronde. Et pour des gangs comme celui du requin noir, il y en a au moins 20 ou 30 dans la 3e cantine. Des conversations similaires se sont produites au moins 20 ou 30 fois. Il est clair qu'il domine. Même les gardiens ont tacitement accepté ces 15 minutes. Tant que Suan ose venir à la 3e cantine aujourd'hui, ils lui feront vivre les 15 minutes les plus pénibles de sa vie. Sans causer de blessures graves. Mais lui donner une petite leçon n'est pas exagéré. Ou lui faire subir quelques épreuves. Après tout, il attire tellement l'attention. À ce moment, le plan se déroule comme prévu. Plus de 700 prisonniers. 20 ou 30 gangs sont prêts. Prêts à bondir. Au son de l'ouverture d'une porte. Instantanément. Le bruit dans la 3e cantine retombe. Tout le monde lève la tête, fixant le regard sur la porte. Au moment où il regarde la porte, une insulte retentit. Tout le monde est stupéfait. On te voit. Le visage calme. Avançant sans crainte. Suivi par le rusé Lawson. Rien de spécial jusqu'ici. Principalement, c'est ce colosse, semblable à une montagne, qui est accroupi derrière lui, portant ses chaînes. Cette scène est vraiment époustouflante. Comme si tu n'étais pas là pour purger une peine, mais pour une inspection. Est-il venu pour une inspection? C'est vraiment trop voyant. Ça fait si longtemps que je suis à San-Quentin. Je n'ai jamais vu un tel traitement. L'argent donne-t-il tous les droits? Lorsque la porte se ferme, la salle est en émoi. Cependant, ceux qui les accueillent, ce sont des regards méchants. Si les regards pouvaient tuer, tu serais déjà mort 1000 fois. Mais face à la pression de plus de 700 personnes, tu ne recules pas. Au contraire, tu trouves une place vide. Et tu t'assois sous tous les regards. Puis tu sors un paquet de cigarettes de ta poche, en mets une dans ta bouche. Blake pose immédiatement les chaînes, se lève respectueusement, et t'allume la cigarette. Tu souffles la fumée, et regardes autour de toi avec un air significatif. Voyant ce geste provocateur, instantanément, la 3e cantine s'agite. Soudain, un grand homme noir à la table voisine se lève en frappant la table. De quoi es-tu si fier? C'est juste parce que tu es protégé par le chef du quartier? Je vais te dire. Le chef n'est pas là aujourd'hui. Personne ne peut te sauver. Je veux voir. Sans le chef. Sur quoi peux-tu encore te reposer? À ce moment, tu lèves la main, gardant toujours ton calme. Tu inspires profondément. Souriant légèrement, sur quoi je compte? Tu ne penses pas sérieusement que je compte sur Amadi? Demande-lui toi-même. Est-ce qu'il est à la hauteur? Je n'ai toujours compté que sur moi-même. Juste après que tu aies fini de parler, une scène inattendue se produit. Un bruit sourd se fait entendre. Avant qu'il ne réalise, une ombre noire est projetée en arrière. Tout le monde est abasourdi. Tout s'est passé trop vite. Ils n'ont même pas eu le temps de réagir. À ce moment-là, Blake affichait un grand sourire. Il pointa un doigt et dit, des déchets comme ça. Je peux en tabasser 10 tout seul. Non. 20. C'est exact. À peine eut-il fini de parler, que Blake fit un mouvement brusque, et envoya valser le grand homme noir d'un coup de poing. Ses poings avaient déjà tué des hommes. Après tout, avec ce seul coup, le colosse qui vociférait encore l'instant d'avant s'effondra. Inconscient. Mais c'est justement à cause de l'arrogance de Blake
que les autres prisonniers se mirent à bouillir de rage. Merde, vous n'êtes que 3, même si vous savez vous battre. Et alors? Osez faire les malins devant nous, faut lui montrer ce que c'est vraiment San Quentin. C'est ça, à San Quentin. Il y a 3 règles, le pouvoir, l'argent et la force. À leurs yeux, Suan n'en avait que 2, le pouvoir et l'argent. Quant à la force, même si Blake est fort, il ne peut pas battre 700 hommes. Non, on n'est pas dans un roman ici. Une scène où un homme en affronte 700. C'est tout bonnement impossible. Blake peut en aligner une vingtaine. Tout au plus. Même par épuisement. Avec autant de monde, ils peuvent venir à bout de Suan et ses 2 acolytes. En un instant, tout le monde reprit ses esprits, prêt à en découdre. C'est alors que vous vous levâtes, sans vous presser, et montâtes sur la table, après avoir balayé la salle du regard avec un sourire calme. Vous prîtes la parole avec une certaine ironie, c'est vrai. Me donner une correction pour 5 millions de dollars. C'est alléchant. Cependant, je ne sais pas si vous connaissez ce vieux proverbe oriental. Quand le héron et la palourde se battent, c'est le pêcheur qui en profite. Vous, qui peut garantir qu'il ne fera pas partie des 20 hommes que Blake enverra valser? Ah, 5 millions de dollars. C'est tentant. Mais je reste juste ici. Lequel d'entre vous se sent assez fort pour me toucher? Soudain, votre visage s'assombrit. Debout sur la table. À cet instant, vous dégageâtes une aura imposante, tel un monarque surveillant son royaume. Quelle que soit leur arrogance. Il semblait qu'ils aient perdu toute envie de vous défier. 5 millions. C'est très tentant. Cela semble facile à obtenir. Mais n'oubliez pas, ici dans le 3e réfectoire, vous n'êtes pas le seul groupe à vouloir ces 5 millions. Il y a 2 ou 3 dizaines de gangs. Le plus grand d'entre eux compte à peine 30 membres. En d'autres termes, Blake à lui seul pourrait détruire un gang. Donc, personne n'est idiot. Ils ne vont pas se précipiter pour servir de chair à canon. Sinon, ce serait comme vous l'avez dit, le héron et la palourde. Et le pêcheur ramasse la mise. Certaines personnes pensaient déjà. Même s'ils ne peuvent pas obtenir les 5 millions. Ils ne devront absolument pas laisser un autre gang l'obtenir. C'est la nature humaine. Même si je ne m'en sors pas bien, il ne faut surtout pas que les autres s'en sortent mieux. Vous aviez vécu 2 vies. C'était déjà votre 3e. Vous connaissiez trop bien la nature humaine. Vous n'étiez que 3. Même avec Blake et sa force, vous ne pourriez jamais l'emporter par les armes. Mais pour ce qui est de jouer des cerveaux, qui pourrait vous battre? Voyant cette scène, Chris et les autres gardiens furent stupéfaits. Personne n'aurait imaginé que vous restiez aussi calme face au danger. Et que vous maniez la psychologie avec autant de brio. C'était purement génial. Vous avez exploité la nature humaine à son paroxysme. Ici, en prison, les vrais visages sont révélés. Cette tactique était imparable. Mais Chris savait aussi. Aussi prévisible soit-il. Pour vous, ce n'était qu'une solution temporaire. Parmi 700 détenus, même avec la méfiance ambiante, il y a toujours des têtes brûlées. Et dans cette situation, le plus grand risque était que quelqu'un ose faire le premier pas. Il suffit d'un seul. Et vous seriez mis en pièces. Effectivement. L'instant d'après, Léo, le chef des requins noirs, s'avança. Il n'était pas très grand. Mais sa cruauté était légendaire. Expert en arts martiaux. Sa position parlait d'elle-même. Surtout que les requins noirs étaient l'un des gangs les plus influents de Los Angeles. Donc, à San Quentin, ses membres avaient toujours vécu confortablement. C'étaient les prisonniers les plus privilégiés. Léo afficha un sourire sinistre. Son visage trahissait une férocité sans nom. Suan, les autres ont peut-être peur de laisser filer la récompense. Mais je vous le dis, cette somme, c'est nous qui la récoltons. Qui aussi opposé? Au cri de Léo, un silence de cathédrale tomba. Les requins noirs avaient un pouvoir immense à et là. Peu de gangs pouvaient rivaliser. Alors, face à cette déclaration, les autres gangs gardèrent leur langue. Voyant cela, Léo ricana et décida d'ajouter de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, quiconque osera frapper cet oriental sera considéré comme un ami des requins noirs. Et une fois dehors, je vous parrainerai pour rejoindre notre gang. Nous partagerons la prime. Cette déclaration provoqua un tollé. La tentation était tout simplement irrésistible. Tous les détenus du 3e réfectoire, à part vous 3, n'étaient pas condamnés à mort. Ils finiraient par retrouver la liberté un jour. Et une fois dehors, ils devront se soucier de leur gagne-pain. Mais maintenant, Léo leur offrait une opportunité en or. Frappez cet homme aujourd'hui, et vous aurez une chance de rejoindre les requins noirs. En plus de toucher une part de la prime. C'était une offre bien trop alléchante pour refuser. En un clin d'œil, l'agitation gagna la foule. Une vague de prisonniers rejoignit Léo. À cet instant, Léo affichait un mépris total. Il vous regardait comme si vous étiez un pitre. Ah, l'oriental. Retiens bien ceci, à San Quentin. On ne règle pas tout avec des petites astuces. Aujourd'hui, je vais te casser quelques os. On va voir qui peut encore te protéger. À peine avait-il fini sa phrase, que plus de 100 détenus se tenaient déjà derrière lui. Face à un tel nombre, même si les autres gangs n'aimaient pas ça, ils ne pouvaient qu'accepter la situation. C'en était fini des 5 millions pour les autres. Instantanément, Blake devint nerveux. Il se préparait au combat comme s'il affrontait une armée. Se tenant sous votre table, il serrait les poings. Même Lawson traîna son vieux corps 2 pas en avant. Aujourd'hui, ça finirait mal. Les 2 hommes se retournèrent, méfiants. Mais vous restiez parfaitement calme, debout sur la table, avec une assurance totale. Vous attendiez quelque chose, n'est-ce pas? Ils se demandaient ce que vous attendiez, alors qu'ils étaient perplexes. Le son d'une porte blindée qui s'ouvrit retentit soudain. Avec ce bruit, la grande porte du 3e réfectoire s'ouvrit. Instantanément, le silence se fit. Tous les regards se tournèrent simultanément vers l'entrée. Puis, un homme dont la tête était enveloppée comme une momie fit son entrée. Il était mince et de taille moyenne. Mais sa présence changea radicalement l'atmosphère du réfectoire.
Vous jetâtes un coup d'œil vers la porte. Et, avec confiance, vous sortîtes une cigarette que vous allumâtes. Il est là. Dites-vous avec un léger sourire. Blake et Lawson regardaient la porte. Les yeux écarquillés. Notre sauveur est là. Pourquoi cet homme me semble familier? Attends. C'est pas Ryan. Ça? Depuis quand Ryan est là tout du maître? Ils étaient perdus. Après tout, ils avaient été placés dans la même cellule temporairement. Ils ne se connaissaient pas vraiment. Voyant Ryan. Le visage de Léo s'assombrit. Et les prisonniers commencèrent à chuchoter. C'est pas le bras droit des chiens de chasse. C'est de la vieille nouvelle. Ça. Il s'est fait avoir par le patron. Il est condamné à mort maintenant. Mais c'est un dur. Celui-là. Vous voyez cette cicatrice sur le visage de Léo? C'est Ryan qui l'a faite. J'ai entendu dire que Ryan s'est fait tabasser hier à cause de ce nouveau. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il est là pour la prime aussi? Les rumeurs allaient bon train. Le brouhaha reprit de plus belle. Au milieu de ce chahut, Ryan s'approcha de Léo. Les ennemis se retrouvent. La hargne au regard. Léo, le visage sombre, lança, non sans une certaine appréhension, Ryan. Tu veux ta part du gâteau aussi? Bien que sa tête fût bandée. Il n'avait rien perdu de son charisme, pourquoi? Ça te pose un problème? L'air de Ryan était dédaigneux, comme s'il n'avait jamais considéré Léo comme une menace. Léo ne put supporter un tel affront. Il s'apprêtait à l'insulter, quand un claquement sec retentit, plongeant tout le réfectoire dans le silence. Tout le monde était stupéfait. Ryan, sans dire un mot, venait de gifler Léo de plein fouet. Personne n'en croyait ses yeux. Ryan, toujours aussi détendu. Ricana, gamin. Tu crois pouvoir être arrogant devant moi? Tes hommes. Où est Lefty? Il est passé où? Au cri de Ryan. Soudain, au sein de chaque groupe, une masse d'hommes se mit à avancer. En tête de marche se trouvait Lefty. Lefty était un colosse, mesurant 1m88. Ses muscles saillants le faisaient ressembler à une version plus petite de Blake. Voyant cette marée humaine, à vue de nez, ils doivent être au moins 70. Tous ont l'air de vrais bagarreurs. Chacun d'eux pourrait se charger de 3 des hommes de Léo à lui tout seul. En un instant, ces dizaines d'hommes se rangèrent derrière Ryan. Lefty, en tête, souriait bêtement, et « Patron, tu es enfin là. On t'attendait pour écraser ce blagueur de Léo. Les gars, voici notre patron. Ryan. » L'équilibre des forces venait de basculer. Les petits gangs, paniqués, commencèrent à reculer, réalisant qu'ils avaient perdu toute chance. Alors, c'était ça, le véritable grand Manitou caché. Personne n'aurait imaginé que Ryan, exclu de son gang, une fois en prison, aurait pu monter le plus grand groupe de détenus. Si quelqu'un doit empocher la prime, ce ne peut être que lui. Face aux insultes volantes, Léo avait perdu toute son arrogance. Il le savait au fond de lui. J'ai fait une erreur de calcul. Mes gars ne font pas le poids face aux siens. Non seulement je perds la prime, mais je me suis fait gifler pour rien. Quelle humiliation. Il prit une profonde inspiration, essayant de contenir sa rage. Il fixa Ryan et dit, j'admets ma défaite pour cette fois. On se casse. Voyant les 5 millions s'envoler, son cœur saignait. Mais que faire d'autre? Il devait accepter son sort. Mais alors qu'il se tournait pour partir, vous dites calmement, attendez. Je ne vous ai pas dit de partir. Entendant cela, Léo resta interdit, et les autres furent tout aussi perdus. Putain, ce type est fou. C'est clair que le nouveau est venu pour l'argent. Au lieu de penser à sa propre survie, il ose encore provoquer Léo. Il n'a pas peur qu'après en avoir fini avec Léo ne vienne le chercher après. Effectivement, Léo s'arrêta net. Il était déjà de mauvaise humeur. Et maintenant, vous l'arrêtiez. Sa colère monta d'un cran. Ryan, je lui brise un bras. Je ne prends aucune part de la prime. Ça te va? Il ne pouvait plus se retenir. Mais à cet instant, Ryan leva soudain la jambe et donna un violent coup de pied dans le ventre de Léo. Léo s'effondra à genoux, manquant de vomir. La sueur froide lui coulait sur le front, l'incrédulité peinte sur le visage. Ryan, pourquoi? Il ne comprenait pas. Et ses partisans derrière lui étaient tout aussi perdus. Il avait dit qu'on allait s'occuper de Suan ensemble, sans prendre d'argent. Ce Ryan est imprévisible. Alors que tout le monde se questionnait, Ryan se redressa, dominant la situation. Et le moment suivant, se produisit une scène inimaginable. Ryan, le grand patron, si imposant quelques instants plus tôt, se mit à courir avec une servilité incroyable, vers la table où se tenait Suan. Il se courba, servant de marchepied pour vous aider à descendre. Tout le monde, y compris les gardiens, était en état de choc. Le grand patron de la prison sert de chien à Suan? Alors que tout le monde restait bouche bée. Seul Blake et Lawson souriaient en coin derrière eux. Ryan jouait maintenant le rôle du serviteur le plus dévoué. Presque à tirer la langue. Ah, maître, comment je me suis débrouillé? Heureusement que j'ai entendu parler du plan. Et que je suis arrivé à temps. Sinon, ces salauds auraient gagné. À cet instant, les prisonniers se frottaient les yeux, incrédules, craignant d'être victimes d'une hallucination. Mais la réalité était bien là. Ryan, le détenu le plus influent, était bel et bien le chien de Suan. En prenant Suan pour maître, cela signifiait que ces 70 brutes étaient désormais les hommes de Suan. Avec une telle armée, il peut faire ce qu'il veut à Saint-Quentin. En un instant, personne ne trouvait plus l'attitude de Suan si arrogante. Ou du moins, elle ne les dérangeait plus. Il a l'argent, une prime d'1 milliard sur sa tête. Le pouvoir. Et même le directeur de la prison le respecte. Si quelqu'un lui cherche des problèmes, une 60aine de gros bras, le plus grand gang de la prison, le soutient. Alors oui, il peut faire ce qu'il veut. Tous les prisonniers se sentaient chanceux. Heureusement qu'ils n'ont pas été comme Léo. Sinon, ils seraient ceux qui finiraient mal maintenant. C'est alors que vous vous dirigâtes lentement vers Léo. Blake, mi-voûté. Portez vos chaînes.
Les prisonniers s'écartèrent d'eux-mêmes pour vous laisser passer, n'osant même pas respirer trop fort. À cet instant, le visage de Léo devint terne, se tenant le ventre. Il vous regarda avec difficulté, suppliant, « Monsieur Su, je sais que j'ai tort. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. » À peine avait-il fini de parler, que Ryan lui donna un coup de pied en pleine bouche. Un craquement sinistre se fit entendre. Le visage de Léo se tordit instantanément, et deux de ses dents volèrent à travers la pièce. Un hurlement de douleur perça les airs. Ces hommes derrière lui voulurent réagir, mais ils furent repoussés par les hommes de Ryan. « Ferme-la. Mon maître t'a demandé de parler ?» Ryan gifla Léo. Il était difficile d'imaginer que Léo, autrefois si arrogant, ressemble maintenant à un chien battu. Voyant cela, vous haussâtes un sourcil, et dites avec un sourire léger, « Oh, pourquoi avoir fait tout ce cinéma tout à l'heure? Tu m'as fait peur. Tu sais ?» Disant cela, vous levâtes le pied, et l'écrasâtes directement sur la main de Léo posée au sol. Ses doigts se tordirent instantanément. Léo haletait lourdement, n'osant plus prononcer un mot. Il souffrait le martyre, mais devait l'endurer. À cet instant, vous eûtes un petit rire. Sortit une cigarette, que Ryan s'empressa d'allumer avec servilité. Vous soufflâtes la fumée, directement au visage de Léo. Pas mal. Tu es plutôt dur. Alors voici le deal. Blake, vas-y et brise-lui ses 4 membres. S'il peut se taire sans crier, je le laisserai partir. Vous aviez dit cela très calmement. Si calmement que Blake himself fut pris de court. Blake, le maître t'appelle. Ce n'est qu'au rappel de Ryan que Blake réagit, et se dirigea vers Léo. Instantanément, la terreur s'empara du visage de Léo. Cet oriental n'est pas un homme. C'est un démon. Un véritable diable, poussé par son instinct de survie. Endurant la douleur, il se mit à vous saluer frénétiquement tête contre sol. « Monsieur Su, s'il vous plaît, ayez pitié. Je reconnais mes torts. Je peux vous servir comme mon maître. Vraiment, je le jure sur Jésus. Je vous en supplie. Monsieur Su. » Entendant « Maître ». Blake fronça les sourcils. « Tu n'es pas digne de prononcer ce titre. » Il saisit le bras de Léo, et le tordit vers l'arrière. L'os du bras de Léo se brisa net, et son bras pendit. Inerte. Il hurla de douleur. Voyant cela, vous mainteniez votre sourire, assis sur la table la plus proche, savourant ce spectacle avec intérêt. « Oh, je pensais que tes os étaient plus durs. T'inquiète. Ça va aller vite. Ce n'est qu'un bras après tout. » Entendant cela, un frisson parcourut l'échine de tous les présents. Léo voulait juste lui casser un bras. Mais lui, il va lui briser les 4 membres. Ce genre de méthode, même pour des criminels endurcis, faisait froid dans le dos. Blake ne se fit pas prier. Le deuxième bras de Léo fut brisé. Des hurlements atroces retentirent, dans tout le réfectoire. Et à les entendre, ces cris de souffrance semblaient former une mélodie exquise, que Suan appréciait. Les prisonniers ne purent s'empêcher de frissonner. Un éclair de terreur traversa leur regard. Même, certains d'entre eux commençaient déjà à éprouver de la pitié pour Léo. C'est à ce moment précis que Chris ne put plus supporter la scène. Il frappa la table de sa matraque et accourut. Lorsqu'il vit l'état pitoyable de Léo, il détourna involontairement la tête, trouvant la vue tout simplement insoutenable. Puis il te fixa, le visage sévère, et déclara, « Monsieur Su, je vous mets en garde. Ceci est une prison. Vous êtes un détenu. Ce n'est pas à vous de punir d'autres détenus. Cessez immédiatement. Sinon j'ai le droit d'ouvrir le feu. » À ces mots, tu inhalas tranquillement une bouffée de cigarette. Et, avec un sourire entendu, tu regardas Chris. Chris, l'agent de surveillance, n'est-ce pas? Le dernier qui m'a mis en garde a été suspendu de ses fonctions. Chris en resta interdit. Menacer un gardien de prison? Comment osait-il? Tu n'accordas plus aucune attention à Chris. Tu te levais de table. Et, t'adressant à l'ensemble des détenus de la 3e cantine, tu déclaras, « Écoutez-moi bien. Ceux qui ont rejoint le camp de Léo tout à l'heure. Chacun d'entre vous, sans exception. Vous me brisez un bras. » À peine tes paroles furent-elles prononcées, que Ryan fut le premier à s'élancer, hurlant d'enthousiasme. « Bordel. Vous avez entendu? Au boulot, tous. Ce soir, les lits de l'infirmerie de la prison sont offerts par Monsieur Su. » En un instant, la 3e cantine bascula dans le chaos. Une véritable émeute éclata. Parallèlement, à l'extérieur, une nouvelle explosive secoua littéralement tout l'Internet. Et tout cela à cause d'une seule phrase que tu avais prononcée devant les médias, faisant grimper la popularité de cette affaire à l'infini. Le réseau entier en était en ébullition. Cependant, certains commençaient à mettre en doute ces 10 milliards. Ça fait déjà un jour. Comment se fait-il que Saint-Quentin n'ait toujours pas bougé? Normalement, tous ces mercenaires et compagnie auraient dû passer à l'action. Non, c'est quand même 10 milliards. Sans doute le niveau de sécurité de la prison de Saint-Quentin est-il trop élevé. Vous n'avez pas vu les dernières tendances? Ils ont rappelé tous les agents en congé. Ce n'est pas forcément pour ça. Peut-être que cet oriental n'est tout simplement pas en mesure de rassembler une telle fortune. Les internautes exprimaient chacun leur avis. La plupart n'étaient que des badauds, animés par un coup de tête passager. Quant à savoir si Suan pourrait être sauvé ou non, ça ne les intéressait guère. Mais c'est alors qu'une information se mit à déferler frénétiquement sur la toile. Il s'agissait d'une capture d'écran, et sur celle-ci figurait un nom des plus évidents. Un nom connu de tous aux États-Unis. Le cirque des Jokers. C'est à cause de l'existence de cette organisation que les États-Unis avaient été cloués au pilori de la honte. 10 ans. Il y a 10 ans, un groupe se faisant appeler les 4 Cavaliers de Joker, des magiciens, avait dérobé 5 millions de dollars en billets de la Banque nationale des États-Unis, réputée pour être la mieux défendue du pays. Cet acte avait soulevé l'indignation de toute une nation et avait provoqué un tollé dans le monde entier. Il s'agissait du vol le plus humiliant de l'histoire américaine. Mais depuis lors, il s'était volatilisé,
disparaissant sans laisser de traces. Or, aujourd'hui, le lendemain même de la mise à prix lancée par Suan, ces brigands disparus refaisaient surface, adressant à Suan une annonce de sauvetage. On pouvait y lire, sous le logo du cirque des Jokers, le plus visible qui soit, une série de petits caractères. Cher Monsieur Su, nous sommes ravis de faire votre connaissance de cette manière. Permettez-moi de vous adresser, au nom de tous les membres du cirque des Jokers, nos plus chaleureuses salutations. Je vais maintenant vous annoncer notre plan de sauvetage. Ce soir, à 21h30, nous viendrons vous extraire de la prison de Saint-Quentin. Je tiens également à adresser mes respects à tous ceux qui convoitent cette prime. Nous espérons que vous en profiterez pour venir visiter les lieux. Mais ces 10 milliards de récompenses, nous les emportons aujourd'hui. Cette annonce de sauvetage, diffusée sous forme de lettres, une fois rendue publique, provoqua un véritable séisme sur le net. Au départ, les gens pensaient qu'il ne s'agissait que d'une farce. Mais qui aurait pu imaginer que le légendaire cirque des Jokers en personne se joindrait à la partie, à cet instant, à l'hôpital Saint-Olilès. Un homme d'une quarantaine d'années, d'une main, caressait un adolescent d'environ 13 ou 14 ans. Le visage du jeune garçon était pâle. Il sommeillait profondément. L'homme, les yeux cernés de fatigue, semblait visiblement abattu. Pourtant, malgré tout, son regard ne cessait de trahir une tendresse infinie. Il n'était autre que le directeur de la première zone de détention de Saint-Quentin. Amandie. Amandie contemplait l'aspect chétif de son fils, et son cœur se noyait dans un remords sans fin. Zahi, c'est la faute de papa s'il ne peut t'offrir les meilleurs soins, te faisant souffrir chaque jour. Hier, ce criminel aux mains tachées de sang a dit qu'il me donnerait 20 milliards, et qu'il pourrait te faire bénéficier des meilleurs traitements. Papa a refusé. Zahi, dis-moi, papa, s'il renonçait un instant à son intégrité, peut-être pourrait-il te voir en pleine santé? Papa est désolé. Il demeurait tiraillé. Et, voyant son fils torturé par la maladie, il était sur le point de céder. 20 milliards en échange d'un fils plein de vie. Même s'il devait abandonner son honneur. Qu'importait? À l'avenir, il pourrait refaire sa vie avec son fils sous une autre identité. Pourvu que son fils vive en bonne santé. Même s'il fallait déménager dans un autre pays. Quelle importance? Les défenses psychologiques de Amandie s'effritaient peu à peu. Ses yeux s'emplirent de larmes. Il pleura en silence, n'osant émettre le moindre son. Son corps ne pouvant retenir ses tremblements. Mais sans qu'il sache quand. La petite main qu'il tenait bougea légèrement. Papa. Cette voix était si faible. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Fais ce que tu juges juste. Tu es mon héros. Zahi ne dormait pas du tout. Il ne voulait simplement plus que son père se montre toujours si fort devant lui. Son père n'était qu'un homme. Après tout, Amandie fut submergée par les larmes. Même avec son caractère d'acier. Face à un fils aussi compréhensif. Il ne put plus se retenir. Mais c'est précisément cette phrase de son fils qui lui permit de prendre cette décision si difficile. Et c'est à ce moment précis que son téléphone se mit à sonner. Inopportunément. Amandie, rentre vite. La prison est le théâtre d'un grave incident. À ces mots, Amandie reprit immédiatement son sérieux. Très bien. Monsieur le directeur, j'arrive tout de suite. De l'autre côté de la ligne, on entendit clairement un soupir. Amandie, prépare-toi. C'est le chaos sur Internet en ce moment. Le cirque des Jokers s'en prend à Saint-Quentin. À 21h30. Il compte extraire Suan. Je suis encore en négociation pour le renforcement de la sécurité de Saint-Quentin. Avant mon retour, tu dois absolument tenir bon. Après une série de bruits de fond, le directeur raccrocha. Mais à cet instant, Amandie était comme face à un ennemi redoutable. Il était profondément stupéfait. Même le cirque des Jokers s'y mettait en personne. Le cirque des Jokers n'avait jamais échoué. Sous le regard de tous, ils avaient dérobé 5 millions de dollars à la Banque nationale des États-Unis. Et à ce jour, personne n'avait été capable de percer leur mystère. Cependant, ce qui était le plus inquiétant, c'était l'entrée en scène du cirque des Jokers. Bien que cette prison soit réputée inviolable depuis 100 ans, c'est justement leur intervention qui ouvrirait la voie à tous ceux, dans le monde entier, qui observaient et préparaient leur propre sauvetage. Une fois cette brèche ouverte, une multitude d'organisations se lancerait dans la libération de Suan. Et peut-être qu'alors on ne pourrait plus parler de sauvetage, mais bien d'une véritable guerre. En calculant bien, Suan n'était enfermé à Saint-Quentin que depuis moins d'une demi-journée. Bon sang, marmonna-t-il. Épuisé, se massant les tempes du bout des doigts. Zahi, comprenant la situation, dit avec maturité. Papa, va t'occuper de tes affaires. La prison a plus besoin de toi que moi ici. Ne t'inquiète pas pour moi. Tout va bien de mon côté. Quelle que soit la décision que tu prendras, pourvu qu'elle te permette d'avoir la conscience tranquille. Tu seras toujours mon héros. Voyant son fils, malgré la torture de la maladie, le réconforter avec tant de sagesse. Le regard de Amandie s'affermit peu à peu. Jamais il n'avait été aussi résolu. Comme si l'approbation de son fils lui donnait la force de soutenir le ciel s'il s'effondrait. D'accord. Zahi, papa te le promet. Quelle que soit sa décision, elle sera prise en toute conscience. Toi aussi, écoute bien les docteurs. Et quand papa aura fini cette période chargée, il viendra te voir. Sur ces mots, Zahi hocha vigoureusement la tête. Courage. Papa. Amandie savait qu'il ne pouvait plus rester. Réprimant son chagrin, il quitta la chambre. Mais contrairement à son arrivée, il semblait avoir retrouvé sa combativité. La confiance en lui renaissant. Zahi, papa ne te décevra pas. À cet instant, dans la 3e cantine, le bruit d'os qui se brisait, et des cris d'une horreur indicible, remplissaient tout l'espace. Les hommes de Ryan étaient d'une brutalité sans égale. Ils semblaient être l'élite même de ces détenus. D'une efficacité redoutable. Même en infériorité numérique, ils tenaient tête à 3 adversaires à eux seuls. Et maîtrisèrent rapidement la situation. Au début,
Certains complices de Léo tentèrent de résister. Mais ils finirent par abandonner. Ils ne pouvaient que regarder les hommes de Ryan s'approcher d'eux lentement, avant de leur briser les os. Alors que retentissait le dernier hurlement. Dans l'immense troisième cantine, on constata que le nombre de têtes avait sensiblement diminué d'un septième. Ce septième représentait ceux qui avaient choisi de suivre Léo, et de s'en prendre à Suan. Mais il n'avait plus l'air si arrogant. Roué en boule par terre, il gisait, gémissant, hurlant de douleur. Dans un concert de lamentation, tous furent stupéfaits. Personne n'aurait imaginé que Suan tiendrait véritablement parole. Il avait promis de briser un bras à ces 100 personnes. Et il l'avait fait. Quant aux détenus encore indemnes, ils n'osaient plus proférer un seul mot, dans un silence de mort. Ils restèrent immobiles, levant les yeux vers toi. Tu conservais toujours ton élégance naturelle. Assis tranquillement à table, semblable à un souverain dominant le monde de son trône, affirmant ainsi ton autorité absolue. Ils étaient convaincus qu'à partir de ce jour, dans la première zone de détention, le seul nom de Suan ferait frissonner d'effroi quiconque l'entendrait. Sur un simple signe de ta part, Black traîna Léo comme un chien mourant, et le jeta à tes pieds. De nos jours, Léo avait payé cher son ignorance. Ses 4 membres avaient été brisés par Black. On aurait pu croire qu'il était mort. Mais lorsque Black le laissa tomber, Ryan s'approcha de Léo, posa un pied sur son visage, et, balayant la pièce du regard, ricana. Et, Léo, pas mal. Tu as au moins fait grimper les recettes de la prison. L'infirmerie de la zone de détention va bien se remplir ce soir. C'est vrai. Aux États-Unis, même les soins médicaux en prison sont à la charge du détenu. Plus de 100 prisonniers avec un bras cassé. Rien que les frais médicaux représentent une somme considérable. C'est d'ailleurs à cause de cet événement qu'une expression circulera plus tard dans la prison de Saint-Quentin. Qui n'a jamais eu les os remis en place. Ose prétendre avoir suivi Léo. Regardez-moi ses avantages sociaux. Ils sont tout simplement inégalables, même face à une scène aussi sanglante. Tu ne bronchas pas, gardant ton sourire, fixant Léo, inerte comme un chien battu. Soudain, un cri retentit au milieu de la foule. Lâchez-moi. À ces mots, on vit Chris, poussé par les hommes de Ryan, se frayer un chemin jusqu'au cœur du pouvoir. Il te lança un regard furieux, puis s'accroupit pour vérifier les signes vitaux de Léo. Soufflant de soulagement, il se releva ensuite, et, sous le regard de tous, dégaina son arme de service, et la braqua sur ta tempe. Putain, tu as dépassé les bornes. Tu cherches la mort? En un instant, l'atmosphère de la troisième cantine devint électrique. D'ordinaire, dans une prison, on règle les problèmes à coups de matraque, jamais à coups de feu. Mais Chris était hors de lui, en tant qu'agent de surveillance. C'était la première fois qu'il croisait quelqu'un qui ne respectait absolument pas son autorité, se comportant de façon aussi éhontée, l'ignorant totalement sous son propre nez. C'était pour lui inacceptable. Alors que Chris braquait son arme, la cantine, bruyante quelques instants plus tôt, retomba dans un silence absolu. Pourtant, même avec le canon froid plaqué contre ton front, tu ne bougeas pas d'un pouce, tirant tranquillement une bouffée de cigarette, que tu recrachas au visage de Chris. Black et les autres réagirent alors, invectivant Chris. T'es cinglé. Si mon maître perd un seul cheveu, je te ferai regretter d'être né. Voyant la situation dégénérer, Lawson, le plus posé, leva la main, pour signifier à Ryan et aux autres de se calmer. Il fit un pas en avant et dit sérieusement à Chris. Chris, calmons-nous tous. Tu sais bien que la vie de mon maître est précieuse. Même les primes mises de l'extérieur. Ne demande pas la mort de mon maître. Baisse ton arme. On peut en discuter. À ces mots, tout le monde réalisa. En effet, les primes concernant Suan à l'intérieur de la prison ne demandaient que de lui donner une leçon, ou de le torturer un peu. Mais jamais aucune n'avait spécifiquement demandé de lui ôter la vie. C'était étrange. Et c'est précisément ce détail qui leur fit prendre conscience d'un problème. Serait-ce possible que quelqu'un ait mis une prime sur la tête de Suan? C'est possible. C'est pour ça que Chris nous a laissé faire. Il veut récolter les fruits de notre travail. Oui, si aujourd'hui nous touchions à Suan, il n'aurait qu'à faire quelques manipulations en douce pour le tuer. Et nous serions les boucs émissaires, lui empochant discrètement la récompense. Putain, Chris nous a manipulés depuis le début. En un clin d'œil, l'opinion publique bascula. Les regards que les détenus posèrent sur Chris devinrent suspicieux. Ils ignoraient totalement qu'il faisait fausse route. À cet instant, Chris se retrouvait sur la sellette. Il devait défendre l'autorité absolue des agents de surveillance. S'il cédait devant Suan, comment pourrait-il encore se faire respecter à Saint-Quentin? Il était donc coincé, ne pouvant ni avancer ni reculer. Le cœur battant la chamade, il arma son arme, et hurla. Taisez-vous. Bordel. Je n'ai accepté aucune prime. N'oubliez pas, vous n'êtes que des détenus. Des criminels qui ont ce qu'ils méritent. Il était tellement ému, que la main tenant le pistolet, tremblait incontrôlablement. Lawson, alarmé, s'écria. Chris, du calme. Attention à un coup de feu accidentel. C'est alors que toi, toujours aussi imperturbable, tu levais la main pour signifier à Lawson de se taire. Comme prévu, Lawson, ainsi que les détenus qui chuchotaient entre eux, se turent aussitôt. Chris fut totalement abasourdi. On aurait dit que Suan détenait le pouvoir absolu d'un gardien, tandis que Chris n'était qu'un simple pion désespéré. Chris, ma tête est là. As-tu le courage d'appuyer sur la détente?